J'ai mis un titre accrocheur, hein, c'est important les titres accrocheurs. C'est trop de coachs qui font plus ça dans leur service, donc on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Hop. Alors, est-ce que vous avez fait une définition de la vente pour du coaching? Pour vous, c'est quoi vendre du coaching? Ouais, un truc un peu plus complet peut-être, parce que vendre ses services, ça reste dans la... C'est large, les services. Déterminé par le client. T'as mis les mots bout à bout, tu fais, oh bah ça sonne bien, j'aime bien. Bien. Allez, boum, ça fait de choc à pic. Ah, c'est un peu le pitch de la semaine dernière, ici, là. Alors, vendre du coaching à ceux, c'est quelque chose qui peut vous faire peur, une appréhension, des blocages, parce que la vente en France, c'est quelque chose de mal vu. Comment faire? Parce que le coaching, c'est un service, c'est pas un produit. Donc, le coaching, c'est pas ça. Ça, bon, c'est un produit. Donc, on sait, on a une valeur de référence. Si je vous dis 50 centimes, vous dites, oh, bon, bah, pourquoi pas? Si je vous dis 10 euros, c'est peut-être plus compliqué pour vous de l'acheter, quoi. Sauf si bah, j'ai un besoin direct. Je sais pas si j'ai aux toilettes et j'ai pas de papier, bah, je serais prêt à vous payer peut-être beaucoup pour pouvoir. Donc ça dépend aussi de l'endroit. Hein. Les vendeurs de beignets sur les plages, 3 euros le beignet, ils font des ventes. Hein. Parce que les gens, ils ont la flemme d'aller faire 1 kilomètre pour trouver un beignet. Donc, ou les bouteilles dans les bouteilles d'eau, bouteilles de Monster ou n'importe quel bar ou truc dans les salles de sport, bah, ils sont 1 euro, 1,50 €, 2 euros. Ou dans les gares, hein. J'ai fait beaucoup de gares ce week-end. Colmar, Mulhouse, Paris-Est, Paris-Gare de l'Est, Paris-Ouest, j'ai fait toutes les gares possibles. Et dedans, bah, tiens, je vais m'acheter un truc, il fait 2 € à gauche. Oh, bon, j'ai plus faim. Donc, vendre du coaching, ça, c'est quelque chose, parce que la semaine dernière, on m'a dit que vous allez beaucoup être indépendant après, c'est votre souhait. Du coup, Clara, toi, vu que tu n'étais pas la semaine dernière, c'est quoi ton but après le diplôme? Eh bien, continuer de me former. L'objectif, en fait, en soi, c'est de me développer toute seule. Et puis, par la suite, ouvrir, je pense, une structure, mais ça, c'est vraiment à long terme, avec différentes choses psychologiques et physiques en même temps. D'accord. Voilà. Pas axé que sur le sport. D'accord. C'est une première base, on va dire, qui est déjà énorme. Après, D'accord. Donc, de la psycho dedans. exact. D'accord. Et tu as une histoire personnelle qui fait que tu veux rajouter ça? Tu as des affinités pour ajouter la psycho? Parce que quand tu débutes, Oui, c'est... oui. Ouais. 3 petits points? 3 petits points. Ça marche. Très bien. Alors, souvent la vente, c'est vu comme quelque chose de mal, de mauvais, de malsain, de je ne sais quoi. On a toujours dans l'idée du vendeur de fringues, que je connais la semaine dernière, qui te saute dessus à peine t'es rentré dans le magasin, ou la personne qui nous prospecte au téléphone et qui veut absolument vendre un truc qu'on n'a pas besoin. On voit souvent la vente de cet ordre-là. Sauf que la vente, c'est une compétence hyper importante quand on devient coach sportif, quand on devient personal trainer, parce que sans vente, pas d'argent, ne coupe pas de clients, et du coup, bah, je ne peux pas vivre du coaching. Donc l'argent, c'est hyper important pour réussir aussi ses projets, réussir à progresser dans la vie, etc., etc. Sachant que, comme vu la semaine dernière, on n'a pas vraiment plafond de verre. Les seuls plafonds de verre qu'on a, c'est ceux qu'on se met tout seul. Hop. Et vu que c'est quelque chose du coup qui ne se voit pas, vu que c'est pas un produit, bah, va falloir augmenter la valeur perçue tout le long de la discussion ou du bilan avec le prospect qu'on a en face de soi. Beaucoup de gens pensent que le coaching, c'est simplement être à côté de la personne et vas-y, tu fais du tirage comme ça et c'est tout. Beaucoup pensent que le coaching, c'est juste ça. Si vous pensez ça, va falloir travailler du coup pour pas que ce soit ça. Beaucoup de gens pensent que le coaching, c'est la prescription d'exercice. Je suis à côté, je fais de la machine et puis basta. Sauf que si je coach déjà sur machine, ça risque d'être compliqué de fidéliser parce que la personne se dit, bon, bah, c'est les machines, donc qu'ils soient là ou soient pas là, est-ce que ça fait une grande différence? Pas forcément. Hop, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et justement, un des problèmes, et le plus gros problème, et c'est pour ça que j'ai créé l'école des coachs notamment, c'est que 80% des coachs, une fois qu'ils sont diplômés, et ça c'est une stat qui date de très longtemps maintenant, ça c'est plus ou moins plus, enfin c'est plus ou à peu près ça, 80-85% peut-être maintenant. Ils n'arrivent pas à ils arrivent pas à vivre du coaching parce qu'ils savent pas vendre justement. Ils sont maladroits, ils sont pas alignés avec le prix, ils ont du mal à demander le prix. Quand ils parlent de prix, ils commencent à bégayer, quand ça a un langage corporel qui est inverse à la confiance. Voilà, c'est 50 euros. Ils parlent un peu comme ça et du coup, bah, ça fait des non-ventes. Et c'est pour ça que
aujourd'hui, je vais réussir à apporter le maximum de qualité pendant ces 3h30 pour qu'après, vous soyez plus confiant pour pouvoir vendre vos services parce que on a un job de rêve, on a un job cool et ça marche aussi pour les personnes qui ont des studios ou des salles, même si du coup la vente d'abonnement est relativement plus facile que vente de coaching parce que c'est pas les mêmes prix. Mais vendre du coaching, c'est pas la mer à boire. Moi, j'ai commencé vraiment vendre du coaching, c'est ce que je savais pas du tout faire, niveau zéro. Moi, je pensais vraiment que j'allais arriver en salle dans mon basique quand j'ai commencé, elle sur le plateau muscu. Ah, c'est combien l'heure? Ah, 50, ok, à demain. Je pensais vraiment ça naïvement. Sans qu'en fait, pas du tout, parce que déjà, le bateau muscu, bah, c'est pas forcément la zone de chasse la plus adéquate, on va dire. Plus dans le cardio ou dans la zone musculation guidée, où les personnes sont adduction, machin, qui sont un peu perdues. Là, peut-être, il y aura plus de chance. Donc, je suis en partie niveau 0, et du coup, c'est ça que je vais raconter aussi pendant ces prochaines heures. J'ai créé des outils aussi que je vais vous donner à la fin. C'est la première fois que je fais ça, donc restez bien veillés jusqu'à la fin. Il y aura des beaux QR codes à scanner pour pouvoir avoir les outils. Je les donne jamais, mais là, j'ai dit, vas-y, let's go. C'est un week-end à Colmar, vas-y, je leur donne les 3 outils que j'ai créés, qui peuvent vraiment changer la donne. Parce qu'on pense toujours, comme la semaine dernière, que les gens savent ce que c'est le coaching, mais ils savent absolument pas ce que c'est le coaching. Donc, on a besoin de les aider à faire augmenter la valeur perçue. Hop. Alors. Et justement, 88 coachs sur 10 ne réussissent pas à vivre du coaching, c'est pas normal, alors qu'on a un pays en pleine expansion, surtout au niveau du coaching, on est en retard, et non en retard par rapport à nos pays voisins, que ça soit, pardon, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, Portugal, le Royaume-Uni, bon, faut même pas en parler, c'est anglophone, donc c'est une autre culture. Et c'est pas normal qu'on soit autant en retard, mais bon, dans beaucoup de domaines on est en retard, hein. Souvent on entend dire dans les journaux, tout ça, 10 ans, 15 ans plus tard, ça arrive en France, quoi, des États-Unis, on serait toujours trop tard. Une fois qu'on n'a pas le choix, on se dit, oh, bon, en fait, c'est pas mal ce qu'ils proposent, les gars. Alors ça, je vous ai mis une carte spéciale. Là, c'est une carte du coup de l'Europe, hein, je vous apprends rien jusque-là, qui recense le nombre de personal trainers, donc vraiment qui sont actifs, et le tarif à l'heure moyen de tous les pays d'Europe. Donc là, bien sûr, on a la France, vraiment personal trainers qui font que ça, donc pas de cours collectifs, que du personal training à 100%. Pas de job alimentaire à côté, que du PT. Donc au final, il y en a très peu. Après, ça, c'est les stats 2021-2022, donc normalement, avec le CQP, ça a augmenté comme un minimum. On compare souvent la France et l'Allemagne, donc autant comparer là quelque chose qui est quand même très proche et similaire. En France, on a 1300 personal trainers, 50 € moyenne à l'heure. En Allemagne, on est à 9000 maintenant pour 89 € l'heure. Donc il y a plus de coachs et c'est plus haut en termes de tarifs horaires. Pareil, bon après là, si on prend le Royaume-Uni, il y en a 28 000, enfin 26 000, 43 €, enfin voilà, c'est assez abyssal. On est vraiment en retard, alors que là, bon, bah, la France, c'est presque 70 millions. Allemagne, je crois normalement, c'est dans les 80. Moi, si je me trompe, je crois que c'est un peu plus, c'est 80 millions. Vous ne savez pas, vous n'avez pas l'Allemagne. C'est des restes de la guerre, c'est ça? Donc ça, c'est une carte hyper importante à se mettre dans la tête parce que bah, on est en pleine expansion. Comme je vous disais la semaine dernière, le taux de pénétration en France, il est de 10% aujourd'hui. Donc, taux de pénétration, je rappelle, c'est les taux des personnes qui s'inscrivent et qui viennent véritablement en salle de sport. Donc 10% de personnes qui viennent alors qu'il y a 100% qui sont inscrits. Donc sur 5000 adhérents, par exemple sur le base d'Olivier, il y a 5000 adhérents. En termes de statistiques, il n'y en a que 500 qui viennent réellement. Alors que le taux de pénétration aux Pays-Bas, il est autour des 25%. Donc il y a x2,5 de différence. Sachant que le Pays-Bas, bah, c'est un plus petit pays évidemment, je ne vous apprends rien non plus. Donc la France, on peut très vite arriver aux 12, 13, 14, 15%, pourquoi pas 20%, et ça serait magnifique. Et pour ça qu'il y a des grosses salles, des locaux qui vont se développer encore dans plein de villes. Il va y avoir des studios qui vont se développer en plus pour voilà, avoir cet effet à taille humaine, beaucoup moins de masse, beaucoup plus spécifique. Ça peut être qu'un studio de boxe, ça peut être qu'un studio de yoga, ça peut être qu'un studio de pilates, ça peut être un studio de coaching au sens large du terme. Et puis après, comme je disais la semaine dernière, il y a des franchises, il y a des succursales, donc Basic, Fitness Park, Magic Form, Orange Bleu, l'appart dans certains coins, l'appart fitness dans certains coins, il y a quoi d'autre? Honor, Gigafit, ouais, toutes ces salles-là. Et après, il y a plein de studios, ou même des franchises de studios qui vont se faire au fur et à mesure. Je crois qu'il y a Hervé Renard qui est... Non, tu vois pas? Hervé Renard qui a créé une franchise de studio de coaching. Je crois que c'est Surface Form, un truc comme ça. Ça va se développer pas mal. Hervé Renard, c'était le coach des foot, c'est ça.
Hop. Alors, qui coaching motivation, aujourd'hui, le constat, c'est ça. Hein, vous me connaissez maintenant, la perte de poids, c'est mon dada. Aujourd'hui, c'est pas normal de ne pas arriver à vendre du coaching. Le problème, c'est qu'il y a l'offre. Donc, les coachs, ils offrent leurs services. Il y a la demande, mais ça fait ça. Ça fait que se croiser, mais ça se touche jamais. Alors que, factuellement, en France, il y a un Français sur deux qui est en surpoids. C'est factuel. Là, vous avez des stats. Voilà, 57% d'hommes, 40% de femmes. Et le coach, dans la tête des gens et dans l'imaginaire collectif, coach égale perte de poids. Donc ça, c'est validé. Les gens savent que si je veux perdre du poids, je vais prendre un coach. C'est validé. Et après, il peut faire plus que ça. Hein. Comme je disais la semaine dernière, il peut faire en sorte de ne plus avoir mal au dos, la réathlétisation, donc l'obésité aussi, pour l'extrême. Il peut faire extrêmement de choses, mais l'offre et la demande ne se croisent jamais. Et ça, c'est un véritable problème, parce que les gens ne sont pas à la fois assez éduqués pour le coaching pour voir ce que ça leur apporte vraiment. Et d'un autre côté, les coachs n'ont pas d'offres séduisantes. Ils font du tarif à l'heure, ils font du tarif dégressif, c'est à l'heure. Donc c'est c'est même pas de business, c'est très bancal. Ça peut être très bancal très vite. Et ça, pas possible. Un Français sur deux. Donc ça veut dire que là, vous allez dans un supermarché, regardez, un Français sur deux est en surpoids. Et 1 sur 4, 1 sur 5 obèses. Ça, je vous montrerai après. Donc là, quand c'est les personnes sédentaires, l'IMC peut être intéressant. Enfin, l'IMC est intéressant quand c'est les personnes qui sont sédentaires, donc qui ne font pas de sport. Donc beaucoup de personnes toute la population française va être sur du jaune, du orange, voire du rouge. D'accord? L'IMC, après, c'est un indicateur qui est moins bon quand on fait du sport, quand on fait de la musculation, ce genre de choses, parce que l'indice devient pas assez spécifique. Et pour ces personnes qui sont sédentaires, ça marche bien. Hop. Alors aujourd'hui, en termes de nombre concret, c'est 10 millions de personnes, d'adultes, en tout cas, qui sont en situation d'obésité en 2024. Donc 10 millions, c'est un septième. Ah non, mais pas un septième, c'est le nombre d'adultes. Donc c'est énorme. Donc ça vient de la Ligue nationale contre l'obésité. Donc près de 10 millions de Français âgés de 18 ans et plus sont en situation d'obésité. Ça représente 18% des personnes résidant en France métropolitaine et en Outre-mer. Donc c'est un adulte sur deux, 48,8%. C'est important les stats, hein, parce qu'on a du mal à y croire des fois, vu quand on est sportif, généralement on a aussi des sportifs dans notre environnement. On a l'impression que tout le monde est sportif, alors qu'en fait, pas vraiment. Une petite carte là, du coup, en termes de région. Donc là, c'est les taux d'obésité par région. Donc comme vous voyez, région centre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est à 18,5. Donc il y a 18,5% des gens qui sont obèses. Et en termes de stade, de 97 à 2020, on est passé de 8,5 à 17% en termes d'obésité. Donc ça a plusieurs facteurs, l'obésité. Ça va être la mauvaise bouffe, la malbouffe, ça va être les fast-foods, ça va être le fait que ces choses-là sont moins chères aussi, généralement. Ça va être aussi dû aux perturbateurs endocriniens aussi, donc les usines qui rejettent plein de choses. Ça peut être aussi les émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Donc quand on n'arrive pas à réagir à nos émotions, on mange. Vu qu'on n'arrive pas à extérioriser, on mange. Donc c'est pour ça que le cerveau est relié au corps directement, surtout dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'il faut comprendre d'où ça vient. Puis après, ça vient aussi de l'environnement familial, ça vient de l'environnement des amis, ça vient du travail aussi. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font que les personnes deviennent obèses. Mais c'est en aucun cas une fatalité. Et un coach bien formé peut aider à faire en sorte que la personne ne soit plus obèse. Et là, on n'est plus sur de la simple perte de poids. On est sur une transformation de vie qui est exceptionnelle. Hop. Et justement, pour finir cette partie-là, j'ai envie de partager un exemple concret. Donc là, c'est Laetitia. Laetitia ici. Donc Laetitia, elle avait 41 ans quand je l'ai rencontrée. Donc 41 ans, et en fait, elle a commencé comme ça avec moi. Bon, c'est un verre de jus d'orange, on ne sait jamais. Et aujourd'hui, elle est comme ça. Donc là, elle est à moins 55 kilos à l'heure actuelle. Donc là, au-delà d'avoir perdu du poids et d'être mieux dans sa peau, déjà, niveau habit, c'est autre chose. Je pense que de toute façon, tu l'as vu du coup. Donc là, c'est une photo concrète. Hein. Yves, il a pu me voir en coaching avec elle et son mari. Donc elle est venue me contacter. Elle avait juste fait des cours de pilates il y a quelques temps avant. Ce qui m'a impressionné, c'est quand j'ai une personne obèse et qu'on fait de l'exercice au sol, pour se relever, forcément, il y a du mal. Elles ont du mal. Et en fait, elle a réussi à se lever toute seule. Je dis, comment c'est possible? Normalement, c'est difficile. Non, mais j'ai fait du pilates. Magnifique, merci le pilates. Et au-delà de ça, elle a commencé le coaching toute seule, avec moi.
Et après, son mari fait, ah bah tiens, c'est pas mal. 2 mois après, il est revenu. Enfin, il est venu coacher avec elle. Et du coup, j'ai les deux depuis 2 ans maintenant. Leur vie est vraiment, vraiment changé. Le mari, il a perdu 25 kilos, donc elle a moins de 60 maintenant. Et j'ai envie de lire, j'ai son témoignage juste après, là. Je vais vous lire un peu pour montrer un peu l'ampleur psychologique et qu'est-ce que ça a apporté et jusqu'où on peut aller dans la transformation physique, pardon. Tout à l'heure, Clara parlait du côté sport et psycho, et moi, c'est vraiment mon truc. Parce que simplement faire du sport, c'est de la surface, généralement. Et ça, c'est pas, c'est pas idéal. Alors, témoignage, je vais vous lire parce que c'est hyper petit. Ah non, quoique ça va. Alors, donc là, je suis marié et maman de 2 enfants, j'ai 42 ans, je travaille à temps plein comme infirmière. Les infirmières, c'est souvent des personnes... Non, c'est qui était infirmière d'avant? C'est quoi, Mado, je crois? Ouais. Les infirmières, c'est vraiment un public pour le coaching très intéressant parce qu'elles voient des choses tous les jours de difficiles et justement, elles prennent sur eux jusqu'à ne plus prendre soin d'elles, ne plus prendre soin d'elles. Et du coup, ça crée du surpoids, de l'obésité généralement. Donc j'ai relu mon carnet de santé, j'avais 2 ans, et quand le mot obésité il était inscrit pour la première fois. Donc à 2 ans, il y avait déjà le mot obésité qui est écrit sur son cadet de santé. À 6 ans, on me demandait de maigrir, une injonction des médecins qui ne sera pas accompagnée de bienveillance. À 13 ans, je dépassais les 100 kilos, impossible de s'habiller à la mode. C'est le rayon adulte pour moi, le harcèlement scolaire, j'ai eu ma dose, la société, la médecine scolaire. On nous fait très tôt comprendre que vous dérangez, vous n'êtes pas la norme, il faut changer, mais personne ne vous accompagne dans ce parcours. La vie ne fait pas de cadeaux, mais j'avance avec ma grosse carapace, elle protège des coups, mais pas des mots. J'encaisse toute la haine que certains déversent sur moi juste parce que je suis grosse. Je suis arrivé dans la vie active à 108 kilos, mon poids a beaucoup fluctué, j'ai tenté plusieurs régimes, du camp, Weight Watchers, et j'en passe. Et j'ai fait des suivis diététiques. J'ai aussi arrêté de manger, et là je devais être à 80 kilos en 2002. Mais j'ai tout repris, et au plus haut j'étais à 136 kilos. Elle était à ce point-là environ quand elle a commencé avec moi. J'ai fait attention à mon alimentation et j'ai fait également un peu de sport, pilates et renfort musculaire. Mais jamais mon poids n'a été sous les 115 kilos depuis 2005. En septembre 2022, je me lance et en octobre, je démarre le coaching. J'essaie d'investir pour ma santé et prendre soin de moi. J'ai perdu 44,9 kilos, donc à ce moment-là, c'était ce poids-là, comme a fait le témoignage. Je suis passé d'un 50-52 à un 44, et ce qu'importe le coaching, donc confiance en moi, se dépasser, faire confiance en son corps, croire en ses objectifs, renforcer l'intermédiation, dureté. Et tout ça possible parce que le regard bienveillant de Gary, après je vais pas aller dans les compliments, mais en fait c'était ça son histoire au global. Donc quand vous avez une personne en accompagnement, c'est toujours plus qu'une perte de poids. Derrière, c'est pour faire beaucoup plus de choses. Laetitia, c'est vraiment le cas typique, et j'adore cette femme, incroyable. Au début, quand elle me parlait, elle parlait vraiment avec un son qui était à 1. C'est-à-dire quand elle parlait vraiment tout doucement. On ne pouvait pas comprendre si on ne se rapprochait pas. Maintenant, au niveau du son, elle est à 6 sur 10. Donc ça, c'est-à-dire qu'elle a plus confiance aussi. L'été dernier, elle a voulu faire du kayak, avec son mari. Elle avait une peur profonde en elle, c'était de renverser le kayak, parce que dans sa tête, elle dit non, mais j'ai jamais pu en faire, etc. Donc là, si je mets, ça va renverser. C'était vraiment sa vraie peur. Donc ça a été cassé par cette activité-là. Et là, je vais mettre ce témoignage-là parce que c'est assez parlant, et d'où l'impact qu'on peut avoir dans une vie. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous en dites, mais c'est quand même pas mal comme job, le coaching. Et du coup, son mari aujourd'hui, il est encore plus motivé qu'elle. Il a perdu 25 kilos, il fait du sport tout le temps, il va faire les courses, tous les trails, toutes les courses possibles autour d'Orléans. Et du coup, leurs enfants, en plus de ça, les enfants sont bien éduqués à bien manger, mais pas non plus dans la restriction. Donc derrière, ça aide encore plus des personnes en dessous. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Hop. Alors moi, j'ai commencé le coaching en 2018. Donc je suis sorti d'un Doc Staps, donc Bac plus 2 validé, et je me suis lancé directement en tant qu'indépendant à Basic Fit Olivet. Et quand j'ai commencé le coaching, comme je disais tout à l'heure en préambule, j'étais vraiment au niveau 0, quoi. Je pensais vraiment que j'allais avoir des clients très très vite. Ça a été un truc de fou. Et en fait, non, pas du tout. Parce que je ne savais pas vendre. Donc vraiment, vraiment niveau 0, j'ai pas de bagage de commercial, j'ai pas de bagage, voilà, famille modeste, la vente, j'ai personne qui est bon dans ma famille en vente, j'avais aucune notion quoi que ce soit. Et je pensais réellement, comme je disais tout à l'heure, que j'allais arriver dans Plateau Muscu, bon là, juste parce que j'étais bien très bien taillé, je sortais de compétition à ce moment-là, que les gens ils allaient dire, oh bah oui, vas-y, je te donne de l'argent, pas de souci pour que tu me coaches.
Eh non, non, ça ne marche pas comme ça, Clara. Ça ne marche pas, Clara. Désolé de te décevoir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, les premiers mois, c'était une galère incommensurable. C'était incommensurable. Au bout de 4 mois, j'ai dit bon, j'allais arrêter. Et puis après, bon, l'histoire de la semaine dernière avec le petit couple qui m'ont donné beaucoup d'argent et qui m'ont fait continuer. Donc, faut croire à tout ça. Allez, ce que j'ai vu en visite quand j'ai commencé le coaching, il y avait des choses qui étaient déjà sur le marché. Donc, le marché dans un business, c'est quelque chose qui est toujours plus gros que soi. Donc, quelque chose, on doit aller dans le sens. C'est le marché qui régule tout. Hop. Et j'ai vu plusieurs choses qui étaient en place au niveau du marketing, au niveau de la vente. Il y avait des tarifs à l'heure dans le coaching. Il y avait des prix dégressifs. Il y avait des fausses mensualisations, comme j'appelle ça. J'ai expliqué tout après. Le temps du coach, le coach était payé par rapport au temps lequel il passait avec le client. Hein, les deux étaient corrélés. Tous les coachs étaient généralistes. Et en plus de ça, les gens faisaient des packs, mais ils faisaient mal des packs. Tarif à l'heure, ça veut dire que, voilà, je passe 1 heure avec Yves, c'est 50 €, voilà, point. Il réserve la semaine prochaine, c'est 50 €, point. Sauf que ça, bah, vous vous rappelez du titre. C'est très ressemblant quand on fait ce genre de choses. Et ça apporte pas de valeur. Qu'est-ce que la personne, après l'heure de coaching, elle va faire? Il y a 168 heures dans une semaine, 1 heure de coaching par semaine. Est-ce que dans les 167 heures qui restent où on l'a pas, est-ce qu'elle va bien faire des bonnes choses? Bah, pas vraiment. Donc c'est important d'apporter plus de choses et plus de valeur. Il y a aussi les prix dégressifs. Prix dégressifs, c'est-à-dire bah, pour la personne, les coachs qui avaient le tarif à l'heure, ils disaient bon là 50 €, ok, bon bah c'est cool. Souvent il y en a même qui mettaient moins, 50 € c'est la moyenne, donc ils disaient vas-y je vais mettre 40 comme ça je vais avoir plus de monde. Dans le cas A, ils avaient peut-être plus de monde, mais généralement bah, ça finissait très vite en burn-out, ils ne pouvaient plus, voilà, parce que plus on va mettre un bas prix, plus on va avoir les clients qui veulent du bas prix, donc ils te prennent pour un bas prix et pas pour la qualité du service. Pas bon. Donc ça, j'ai fait pareil, hein, je dis ah c'est 50, ok je mets 40. J'ai fait ça aussi. Et après, ou sinon après, dans l'autre cas, les gens disent bon bah c'est 40 € alors que la moyenne c'est 50. Ah bah c'est qu'il est mauvais, c'est qu'il a personne, c'est qu'il voilà, ça peut aussi être interprété des deux façons. Et après, les mecs, ils ont dit vas-y, on va faire des prix dégressifs. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de coachs à ce moment-là, je crois que c'était 5, peut-être 4-5 à tout casser. Prix dégressif, donc ils disaient bon vas-y, moi j'ai envie de vendre sur long terme parce que j'ai envie d'une certaine sécurité. Mais pour vendre mon service, bah, autant que je fasse un cadeau, c'est-à-dire que si tu prends 10 heures, bah, à l'heure c'est un peu moins cher, 20 heures c'est encore un peu moins cher à l'heure, 50 heures c'est un peu moins cher à l'heure. La question c'est pourquoi faire ça? Mais c'était ça la norme à l'époque, c'est toujours une espèce de norme aujourd'hui, mais est-ce que toutes les normes sont bonnes? Celle-là je ne crois pas. Pourquoi à 50 €, à 50 heures ça ferait 20 € la séance, alors qu'en fait le temps on rattrape jamais. Je vous laisse réfléchir un peu sur ça. Et les fausses mensualisations, donc ça, j'ai des collègues qui font ça. C'est-à-dire qu'ils ont corrélé aussi le temps de coaching avec l'argent qu'ils donnent. C'est-à-dire que si tu prends un mois, ça va être 250 €. Si tu prends 6 mois, ça va être 225 €. Et si tu prends un an, c'est 200 € par mois. Donc en gros, c'est du dégressif, mais ajouté au mois. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est mieux de faire autrement. Et aussi, ils ont très vite associé dans la tête des gens que si mon temps me vaut de l'argent, bon jusque-là tout va bien, mais est-ce que je suis obligé d'être là pour apporter de la valeur? Au but, il faut être payé au résultat, il faut être payé pour donner le résultat, la transformation. Donc même si je suis pas là, je pars en vacances, bah, le coaching hybride, ça existe de plus en plus, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Donc le temps compte argent peut-être dans un premier temps, mais après, même si je suis pas là, bah, si à la fin il y a du résultat, c'est tout ce qu'on recherche. Si la personne, on dit, voilà, tu t'entraînes pendant 1 h 30 d'habitude toute seule, bah, viens avec moi, c'est 45, et tu as du résultat, la personne la signe. Après, il faut pouvoir délivrer, mais bon, c'est pas si compliqué que ça. Et pareil, temps contre argent, moi j'aime bien cette formule-là. Il faut sous-promettre et sur-délivrer. Et justement, c'est l'inverse du vendeur de rêve qui va justement lui survendre et rien délivrer derrière. Donc vraiment sous-promettre et derrière la personne, vous délivrez à 110%. Comme ça, il y a l'effet waouh et derrière, bah, le bouche-oreille va être plus fort et ce genre de choses-là. Il y avait aussi beaucoup de coachs généralistes. Donc coach généraliste, bah, c'est les coachs, dès que quelqu'un veut bien payer, peu importe son motif, bah, il va dire oui. Est-ce que c'est la bonne chose? Pas forcément à faire. Coach généraliste, donc ça veut dire quelqu'un qui veut se remettre en forme. Souvent sur les cartes de visite qu'ils font, ils vont noter tous les objectifs possibles qu'ils ont vus en cours.
perte de poids, remise en forme, prépa militaire, prépa physique, combat, prépa. Et la personne, quand elle voit ça, elle est un peu perdue, quoi. C'est pas ciblé, c'est pas compréhensible. Même moi, j'ai fait ça, hein. J'ai une super carte de visite que je ne vous montrerai pas tellement j'ai honte. Et justement, coach généraliste, bah, ça apporte pas forcément de valeur plus que ça, à part être à 50, ou voilà, être là dans la norme, ça vaut pas grand-chose. Et aujourd'hui, je pense de plus en plus qu'il faut se spécialiser presque dès le départ. Je pense qu'il faut déjà avoir l'idée de, vas-y, il faut que je me spécialise dans ce truc, dans ce schéma-là. Donc si c'est dans la perte de poids, en perte de poids, c'est un thème, donc j'ouvre la perte de poids, ok, j'ai surpoids, obèse, troubles musculo-squelettiques, enfin peu importe. Et là, je me spécialise dans, d'ailleurs, je crois que on a fait cet exercice la semaine dernière ou pas? J'accompagne non, on l'a pas fait, je crois. Ok. Il faut se poser la question de, voilà, quelle personne je me sens mieux d'accompagner. J'ai des coachs, souvent c'est l'histoire personnelle qui va bien matcher aussi. J'ai eu Johan Olivier, lui, il était skinny longtemps dans sa vie, bah, il a dit, bah, écoute, je suis passé par toutes les étapes, maintenant je coach que les personnes dans cet ordre-là, parce qu'il il a fait tout le parcours, et du coup, bah, toutes les personnes qu'il a, enfin en tout cas à 80%, bah, c'est des personnes qui sont dans ce cas-là, donc des hommes et des femmes qui mangent énormément, je mets les guillemets, mais qui prennent pas de poids, et qui les complexent du coup, parce qu'elles sont trop fines, elles sont trop ceci, trop cela, et bah, du coup, il les accompagne pour faire en sorte bah, d'être mieux, plus musclé, et du coup, plus de confiance. Et du coup, bah, s'il y a plus de confiance, bah, si la personne est célibataire, bah, elle ne le sera plus, parce qu'elle aura plus confiance d'aller vers les gens. Si elle a un job qui ne lui plaît pas, elle aura la confiance de quitter son job pour un job mieux. Ou si elle veut une promotion dans son job, bah, elle aura plus confiance pour lui demander. Voilà, ça va toujours plus loin que la surface. Moi, j'ai Nathan aussi, Olivier, lui, il a 24 ans, bientôt 3 enfants. Bah lui, son public cible maintenant, c'est les 40, 50, 60 ans et plus. Les personnes qui sont chirurgiens, les personnes qui sont médecins, les personnes, ça se fait assez naturellement. Et en fait, ils sont spécialisés au fur et à mesure parce que du coup, bah, ils peuvent du coup demander plus cher parce ils connaissent ce public vraiment très particulièrement. Donc au final, il n'y a même plus de concurrence parce qu'il n'y a que Johan qui fait ça, il n'y a que Nathan qui fait ça. Et en plus, on rajoute leur personnalité, leur façon de faire, leur énergie, etc. Et bah, ça vaut son prix parce qu'ils ont augmenté la valeur perçue maximum. Donc quand ils me demandent l'équivalent de 75 € heure, donc 50% plus que la moyenne, bah, les gens ils disent oui sans problème. Tac, 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 coach généraliste. Et après, faire des packs. Donc, faire des packs, c'est pas forcément une mauvaise idée en soi. Se faire des packs, ça veut dire que on met plus que du temps de coaching avec la personne. Donc, on va rajouter, je sais pas, un e-book, un programme en plus on va rajouter un bilan, on va rajouter un e-book, on va rajouter une séance de prépa physique, une prépa mentale, enfin, tout ce qu'on peut être formé, en tout cas. Et c'est une bonne idée à la base, sauf que les gens l'interprètent mal. Donc, c'est-à-dire, ils vont faire des packs, mais ils vont en faire plusieurs. Moi, quand j'ai commencé, je voulais seulement toucher tout le monde. Donc, j'avais un pack vert pour la perte de poids fait sur Google Word, enfin Word, pardon, Microsoft Word, dégueulasse. J'avais une pack rose spéciale, voilà, fille en cliché, le pack bleu réathlétisation, pack mariage, et sur tout mon tableau, il y avait ça. Sauf qu'en fait, bah, c'est fouillis encore une fois. Donc faire des packs, c'est une bonne chose, mais faire un seul pack avec une offre claire, et souvent, bah, les gens, quand ils vendent du coaching, bah, ils n'ont pas d'offre claire. Ils veulent tellement avoir tout le monde qu'en fait, ils ont 10 000 prix. Mais il ne faut pas avoir 10 000 prix. La première chose, c'est vous regardez Cauchemar en cuisine, version française avec Philippe Etchebest ou Gordon Ramsay en, voilà, en UK. La première chose qu'il arrive quand il est dans un restaurant, il regarde la carte. Souvent, la carte, bah, il y a 3, 4, 5, 6 pages, enfin, il y a beaucoup de trucs. Et il se dit, bon, bah, c'est impossible d'avoir des produits frais avec autant de possibilités. Et première chose qu'il fait, il cut. Il cut, il fait, voilà, il y a 16 plats, ok, il n'y en a plus que 4, 5. Bon, en coaching, c'est la même chose. On doit simplifier directement au plus possible. Sur la personne, moi, j'avais 3 pages de tarifs. Les personnes à partir de là, elles faisaient, oh, à bugger comme ça, erreur 404, not found. C'est comme ça, putain, mais de quoi elle pensait? Elle se rappelait du prix le plus bas, soit du prix le plus haut, mais jamais du prix qu'il fallait. Et la simplification, c'est hyper, hyper, hyper important, mais on n'y pense pas. Je connais des potes, la simplification, il faut vraiment qu'il passe aussi. Donc avant, c'était 50 € une heure, donc faut mieux pas comme ça. Moi, c'était mon tarif dégressif à moi de l'époque. 1h50, 10h45 € de l'heure, 20,40 € jusqu'à ce prix-là. Et la semaine dernière, je vous racontais l'anecdote avec le petit couple de 19 ans à laquelle j'avais vendu ça. Donc 50 € 25, donc ça fait 2250. Donc j'étais content à ce moment-là, mais j'aurais très bien pu vendre au même prix. Pourquoi changer? Ça fait très vite, le problème de tarif dégressif, ça fait très vite vendeur de tapis, parce que la personne n'a rien demandé et on baisse déjà le prix.
ça ouvre une porte à la négociation. S'il m'a déjà baissé le prix, c'est qu'il n'a pas forcément confiance en ses services. Après, le coach peut se demander, ouais, mais si je fais plus d'heures, s'il baisse le prix, c'est qu'il se dégrade son service. Ça n'a pas vraiment de sens en soi. On essaie de faire ça en mode, ah, c'est commercial, mais en fait, la personne n'a pas demandé. Et là, c'est du temps, c'est pas un produit. On n'a pas une quantité. Donc, faire ce schéma-là, malheureusement, peut-être 95% des coachs en France le font encore, mais c'est ce qui les mène à la ruine généralement. Et ça, faut changer ça, Clara. Et ça, c'est un exemple de fausse mensualisation. Donc ça, c'est les coachs sur la Côte d'Azur, ils sont dans ce cas-là. Et au final, ils disent non, 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 je fais pas de tarif l'heure, je fais pas de dev dégressif. Ouais, mais en fait, tu fais de la mensualisation où en fait, tu perds de l'argent à chaque fois. Donc c'est exactement la même chose, sauf que ils se mentent un peu eux-mêmes en le faisant. Donc ça, pareil, si mon service, je fais des mensualisations, c'est une très bonne chose. Parce que les gens en France, on vit par abonnement. Donc abonnement, c'est au niveau du comportement, c'est totalement normal de faire des choses par abonnement, donc par prélèvement automatique ou des choses comme ça. Pardon. Et bah là, si vous êtes à 200 premiers mois, bah 12 mois, 200 aussi. Pourquoi changer? Les coachs, quand ils commencent chez moi en tant qu'indépendants, en moyenne, voilà, ils vendent le pack du milieu l'offre du milieu à 200 €. Et s'ils vendent sur un an, ça bouge pas. Et je pense qu'ils sont très contents que ça soit comme ça. Parce que même quand tu vends, du coup, tu fais ce genre de choses-là, bah, tu es très vite dégoûté d'avoir vendu au final. Tu perds l'argent bêtement et après, il faut plus de clients. Et avoir des clients, c'est peut-être la chose la plus difficile pour certaines personnes. Avoir des coachs, ils vont avoir des facilités à avoir des personnes tout le temps dans la machine et qui vont pas réussir à vendre. Et l'inverse, il y en a qui vont avoir très peu de clients dans la machine, mais qui vont vendre, même s'ils en ont deux, ils vont vendre à 100%. Mais quand on est bon dans l'entrée et la fin, magnifique. Ok. Alors, quelques conseils après, si vous voulez bien les prendre ou pas, on peut en discuter aussi. Ok. Alors, ça, c'est des choses que j'ai vues parce que du coup, je recrute beaucoup de coachs maintenant, je recrute des coachs dans toute la France. Et les principaux problèmes de leur échec, ou de leur non-réussite plutôt, c'est qu'ils ont leur prix affiché partout sur Internet. Ils ont des prix affichés sur local.fr, OnSport, Superprof, oh, Seigneur, pas Superprof, TradeMe aussi, les coachs Finance Park, TradeMe, c'est affiché en gros. Et en fait, plus les prix vont être affichés, ou même sur leur propre site internet, c'est pour ça que je conseille de ne pas en faire, des sites internet, c'est de l'argent foutu en l'air au début en tout cas. Une personne qui va aller sur le site ou qui va taper, voilà, Youssef, le nom de famille je connais pas, donc je peux pas dire, Youssef, ils vont voir le prix, ils vont dire, ah ok, c'est trop cher, je me barre. Je vais voir quelqu'un d'autre. Ah, Yves, ah, il est un peu moins cher. Ah, ça m'intéresse, mais il est encore trop cher. Allez, je me casse. Stanley, ah, il est pas mal, hein. Il est au rabais, Stanley, c'est pas. Hein? Ah, bon. Ils vont dire, ah, bah vas-y, je vais prendre Stanley. Et du coup, là, bah, c'est une espèce, bah, ça tire le truc par le bas. Et juste quand marquer un prix, bon, on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que ça vaut. Donc, le fait d'avoir ces prix affichés nulle part, ça aide énormément. Tous mes coachs, quand ils sont côté, ils sont sur Superprof ou des choses comme ça, je leur dis, enlevez vos profils parce que c'est quelqu'un qui vous cherche vraiment, ils tombent sur ces prix-là, et si vous l'avez en bilan et vous dites que c'est pas ce prix-là, ça peut être un peu conflictuel. Donc, première fixe à faire, c'est d'être affiché nulle part. Ça, c'est le top. Souvent, un des réflexes quand on sort du diplôme, c'est de faire un site internet. Mais le même problème, c'est que les coachs, bah, ils vont mettre tarifs, prestations ou toutes ces choses-là. Et encore une fois, les gens, ils vont tomber sur le site s'ils ont de la chance. Parce que s'il n'y a pas un bon référencement naturel qu'on appelle SEO, bah, on va être sur la deuxième, on va être en fin de première page, ou deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 10e page Google. Et il faut avoir du trafic sur son site. Il faut que son site soit bien fait. Et ça coûte, soit vous connaissez quelqu'un, il va vous faire gratuit, mais ça peut prendre un certain temps. Hein, les copains, c'est gratuit, mais ça prend 6 mois. Soit ça va être 100, 200, 400, 500, 1000, et j'en passe. Donc quand on débute, et des fois aussi on met beaucoup trop d'attentes sur le fait de faire un site internet, et quand on met trop d'attentes dans quelque chose, souvent on est déçu. Et surtout avec une case ou avec une chose tarif, prestation, service, les gens ils arrivent sur le site, s'ils arrivent encore, c'est du trafic, ils cliquent, ils regardent, il y a 10 000 tarifs, il y a 10 000, du dégressif, il y a on comprend rien, et la personne au final a fini par partir de la page, parce que bon bah c'est trop cher, je comprends rien, c'est lisible, je me casse. C'est comme ça le parcours client. Le parcours prospect en tout cas. Ne pas être présent sur local.fr, précisément. Local.fr, c'est une entreprise locale, dit locale,
Et en fait, elle va payer, il faudra la payer pour refaire, pour avoir un site ou du référencement, comme ils disent. C'est des contrats de 4 ans et au final, enfin, tout est mauvais, quoi. Il y a de plus en plus de témoignages de gens qui sont arnaqués sur ce genre de choses. Et ils sont très forts parce qu'au niveau marketing, ils vont appeler les personnes quand ils savent que le diplôme est terminé. Je sais pas comment ils arrivent à avoir les infos, mais ils vont appeler les personnes qui viennent juste d'être diplômées dans l'année ou dans les mois qui suivent. Donc peut-être que vous allez avoir un appel de local.fr. Ils vont vous dire, oh là, un super site, mes référencements, vous êtes sur la première page, etc. Vous avez payé 700 euros, ouais, entre 400 et 700 euros par mois sur 4 ans. C'est compliqué. Surtout quand on démarre, on n'a pas forcément d'argent et c'est pas forcément, je donne 1 euro et je suis sûr d'avoir 1 euro, voire plus, bah, ça vaut le coup, un retour sur investissement, c'est le principe. Sauf que là, c'est pas le cas. Un conseil aussi, du coup, après c'est se former bien sûr en vente et en business, hein, ce qui peut porter préjudice quand on lance son activité. Se focaliser dans la vraie vie, comme je disais la semaine dernière, par rapport, voilà, ne pas trop donner de hype sur les réseaux sociaux, mais vraiment voir des vrais gens et vraiment les coacher dans la vraie vie. C'est ça qui a marché plus. Ah bah, toi, j'ai mis les mêmes phrases, donc là, c'est que c'était important. C'était que c'était important, local.fr. Hop. Moi, quand j'ai commencé, je me suis fait appeler par... je me suis appelé par quoi? Ah, j'en ai lâché de l'argent sur les trucs comme ça. Hein. Oh, j'ai lâché de l'argent sur les pages jaunes. Page jaune, j'ai lâché, je crois, 1000 euros, je crois. 1000 euros l'année. Bon, ça peut paraître pas beaucoup maintenant. Enfin, peut-être, enfin, pour moi, c'est plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est 1000 euros de trop pour rien, quoi. Page jaune, avant, c'était les gros annuaires comme ça. Maintenant, je crois qu'il n'y en a même plus. Hein? Avant, c'était les gros trucs. Quand j'étais petit, c'était des trucs, tu pouvais assommer ta grand-mère avec. Là, tu peux assommer rien du tout. Et j'ai 2000 euros parce que, ah voilà, référencement, machin. Et en fait, ces marques-là, ils sont capables de faire des fausses statistiques juste pour vous continuer de lâcher de l'argent. J'étais aussi sur le bon coach. J'étais sur le bon coach. Ah, c'est. En vrai, j'aurais dû m'en douter. Le commercial, il m'appelle un 1er mai. Bon, ça sentait mauvais, quoi. Il n'y a pas de commercial qui appelle, pas de commercial qui appelle le 1er mai, normalement. Il m'a bien vendu ça. J'ai lâché 1500 au début avec cadeau. Et le bon coach, la promesse était bonne en soi. Mais c'était, voilà, c'était un moteur de recherche de coach. Mais pour tomber sur le bon coach, il faut déjà être sur Google. Donc, déjà, faut. Et en fait, la plupart des sites comme ça, en fait, ils montent sur les stats. Donc, ils vont dire, non, mais vas-y, il faut reprendre une année parce qu'il y a eu 102 clics, il y a eu 3 personnes qui vous ont contacté. Non, faux. Il y avait aussi Star of Service, là, qui est encore actuel. Star of Service, c'est pareil, c'était un truc où il fallait, quand il y avait un prospect, il fallait payer pour lui répondre. Il fallait lâcher 5 à 15 euros pour répondre au prospect. Donc ça, ouais, je sais même pas comment ça peut encore marcher, je sais pas trop. En plus, moi, j'étais dessus bêtement. Le coach, il m'a donné envie d'être coach. Ben, il était dessus, donc je me suis dit, bon, bah, s'il est dessus, c'est qu'il faut y être. Non. Spoiler alerte, non. Et pour que je reste, ils ont créé des faux avis. Ils ont ajouté 3 faux avis de personnes que j'ai jamais coachées de ma vie, juste pour que je reste et augmenter le truc. Et moi, ça, personnellement, c'est dans mes valeurs. Je peux pas avoir quelqu'un qui met des faux avis. Enfin, je pense que Yves, que personne ne connaît, t'as une meuf qui s'appelle Meredith, tu l'as jamais coachée, elle va te dire ah super Yves, oh, alors, le parcours pour une bonne vente, selon moi, ça commence par là. Donc, un prospect, c'est une personne intéressée, jusque-là, tout va bien. Ça commence par je suis intéressé par le coaching. Là, généralement, un prospect, il va dire quoi? Il va dire ah, c'est quoi les tarifs? Il va dire c'est quoi les tarifs? Qu'est-ce que je réponds à ça? Yves, c'est quoi les tarifs? Faire un bilan et après on verra. Ouais, c'est un peu léger, mais. Là, savoir les objectifs. Bah, explique-moi. Voilà, je suis Patrick. J'ai 52 ans et c'est quoi les tarifs? Avant de passer au tarif, j'ai besoin de savoir. Je suis en train de dire en fait. On doit faire un bilan. On doit effectuer un bilan avant de parler de tout ce qui est tarification, etc. Donc, Ah, mais c'est quoi les tarifs? Ah, je veux je savoir, moi. viens d'expliquer. Les tarifs, ça sera plus tard. Doucement. Doucement. Ouais, c'est intéressant. C'est un peu déconcertant, mais une personne, surtout en salle ou même. Pour la chose qu'elle a demandé, c'est les tarifs. C'est pas mauvais, c'est un comportement classique français, donc faut pas le prendre personnellement, faut pas le prendre pour son niveau quoi que ce soit. Elle va dire c'est quoi les tarifs.
L'erreur qu'il faut absolument pas faire, bah, c'est répondre à cette question. Si vous répondez, c'est terminé. Ah, c'est 50 €. Plus d'images, plus de son, plus d'images. La personne, elle part en courant. Donc, faut pas répondre à là. Et là, qu'il faut faire le politique et la langue de bois. Donc, faut emmener parce que la personne, elle veut savoir c'est quoi le tarif. Mais bon, bah, les tarifs, si je lui dis, c'est mort. Si je lui dis, c'est 50 €, c'est Lorraine et Dibora, c'est 50 €. C'est dead. Même à 40, même à 30, c'est dead. Ça sera trop. Elle va comparer à elle ce qu'elle gagne. Ok, bon, je gagne 12 € de l'heure. Lui, il m'en demande 50. Ça équivaut à 5 heures. Sachant qu'une heure avec lui, c'est pas suffisant pour avoir le résultat. Donc, dans sa tête, je peux pas. Donc là, il va falloir faire l'anguille, faire le politique, j'appelle ça, et dire, bah écoute, je te connais pas, donc comment te proposer quoi que ce soit si je te connais pas? Je ne connais pas ton niveau physique, ton niveau cardio, je ne sais pas pourquoi tu en es arrivé là, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire concrètement, je ne sais pas tes douleurs, je sais rien de toi, et tu me demandes les tarifs. Les tarifs, moi, ça va de ça à ça. Enfin, je dis rien du tout, mais c'est très large, donc si je te connais pas, et la personne, une fois qu'elle dit ça, 99,99% des gens, ils vont dire, ah ok, si tu veux, enfin, entre-temps, il faut avoir demandé le tutoiement quand même, parce que bon, c'est comme ça que ça se fait. On peut se tutoyer? Oui, on peut se tutoyer, super. Je peux te proposer un bilan. Un bilan, c'est 1 heure avec moi, une demi-heure de séance et une demi-heure à table pour en apprendre plus encore sur toi, pour pouvoir te proposer la meilleure solution qui sera plus adéquate pour toi. Le bilan, c'est la deuxième étape, donc pour moi, sans bilan, c'est compliqué de vendre du coaching. Comme je dis, une personne, généralement, elle ne sait pas ce que c'est d'être coachée, elle ne sait pas ce que c'est le coaching véritablement. Donc, il faut qu'elle vive l'expérience, en tout cas, un petit teaser comme un film, pour qu'elle voit ce que c'est d'être coachée. Si elle ne sait pas ce que c'est mort. Et la meilleure formule aujourd'hui qui marche pour moi, c'est ça, c'est vraiment bilan santé, j'appelle ça. Une demi-heure de séance. Donc, c'est très simple, hein, c'est de l'escalier, c'est des squats au pas de corps, c'est des lancers de ballon au sol. Basta. Derrière, on s'assoit, la personne, waouh, elle a effet de halo. Et après, à table, bah, c'est là, du coup, bah, la séance s'est bien passée. Oui, la séance s'est bien passée. Est-ce que tu as eu des bonnes sensations? Tout ça, oui. Et là, pendant la séance, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà demandé pourquoi elle en était là véritablement. Je sais son prénom, son âge, tout ce que j'ai dit la semaine dernière, l'objectif qu'elle a. On va parler d'objectif social versus de vrais objectifs. Ces personnes, ils vont pas vous dire je veux juste perdre du poids. Hein. Il faut aller plus profond que ça, sinon il n'y a pas de vente. Et justement, le bilan, il sert aussi en priorité à augmenter la valeur perçue. Parce que si au moment la personne vous dit c'est quoi les tarifs et vous répondez, la valeur perçue elle est au plus bas. Elle ne sait pas ce que c'est les coachés, elle est au plus bas. Donc là, ça fait non-vente, il n'y a pas de vente. Par contre, au fur et à mesure de la séance, ça fait ah mais c'est sympa, c'est des exercices que j'ai jamais fait. Je pensais que j'étais pas capable de faire ça. En plus, la séance, ça passe plus vite avec le coach. Ça valide plein de trucs. Et le bilan, pour qu'il soit bon, moi j'ai trouvé ce modèle-là pour moi qui marche bien. Mes coachs, ils en ont des différents, mais ça reste similaire. Ils font montrer à personne pendant le bilan que même des exercices qui paraissent simples, bah, c'est dur pour elle. Mais pas trop dur pour pas qu'elle soit dégoûtée et qu'elle ait honte. Il faut vraiment être entre les deux. Pour ça, moi je fais de l'escalier. Dans la vie, on monte des escaliers. On en fait 5 minutes. Là, 5 minutes, si je dis voilà, fin du game après l'escalier, tout le monde dit oui, hein, généralement. Ah, c'est pas fini. Ah merde. Et après, ils vont juste s'accroupir. Généralement, ils vont pas savoir faire les squats. Ils vont se relever, faire oh, mais en fait, je sens vraiment. Tout bête, hein. Faut pas chercher midi à 14h généralement. Et après, pendant ce temps-là, bah là, on donne la valeur. Donc, comme je disais la semaine dernière, vous buvez combien d'eau par jour? Enfin, tu bois combien d'eau par jour? Qu'est-ce que tu fais combien de fois tu viens par semaine? Depuis quand tu es inscrite? Tu t'es inscrite avant? Comment ça fait que tu t'es inscrite maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant? Des questions bien précises. Ça, c'est les questionnements est très important à ce moment-là. Donc, je fais mon bilan, la séance, je vais à table du coup, je sors mon livret de vente que je vous donnerai en accès à la fin de ce cours. Je sors mon livret de vente. Donc, le livret de vente, c'est simplement un PDF que je montre, sur tablette ou en papier, peu importe, avec chaque page qui sert à contrer les objections du prix, du temps où je dois en parler à un tierce. Qui sont les 3 objections les plus. Les 3 objections qu'on retrouve le plus, ça va être c'est trop cher, je dois réfléchir, je dois en parler à mon mari, j'ai pas le temps. C'est les 3 objections que les gens ont. Et du coup, chaque page de ce livret, il sert à voilà, je suis diplômé, j'ai cette carte pro, je suis validé par le ministère, mes disponibilités sont très larges, donc je peux venir avant le travail, entre midi et 2, après manger, le samedi, le dimanche, peu importe après quand le coach s'organise. Il faut montrer un emploi du temps très ouvert.
voilà les activités que je propose. Voilà, donc tu vas toujours être dans le changement. On va faire un peu de boxe, on va faire un peu de yoga, on va faire un peu d'entraînement fonctionnel, beaucoup d'entraînement fonctionnel. Enfin, aussi de la musculation au fur et à mesure, du pilates, après dans tout ce qu'on peut être formé. Après, il va voir quoi comme page? Il va voir l'épreuve sociale. Donc là, il va voir les avant-après. Donc là, il faut y aller 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, des personnes différentes, avant, après, 3 mois, 6 mois, et encore 1 an, c'est encore mieux. Parce que si je conditionne la personne avec une transformation d'un an, elle se dit, ah bah que c'est la norme, donc moi aussi, je vais prendre un coaching d'1 an. Mais en même temps, je suis inscrit à la salle. L'abonnement de la salle, par défaut, il est sur 1 an, sur 52 semaines exactement. Donc pourquoi pas prendre un coach pendant ces 52 semaines? Argument facile, mais argument qui marche. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures des fois. Enfin, tous mes coachings sont vendus 1 an parce que juste par cet argument-là. Tu t'inscris 52 semaines, tu sais qu'il y a plus forte chance que tu ne viennes pas parce que les stats montrent que beaucoup de gens qui s'inscrivent ne viennent pas à la salle. Avec un coach, tu n'auras pas le choix. Les gens prennent du coaching souvent parce qu'ils veulent ne pas avoir le choix. Après le travail, ah là là, je passais une journée, j'ai rendez-vous avec le coach, je peux pas, je suis obligé d'y aller. Donc ça, la motivation, c'est une des premières clés de ça pour que les gens viennent. Donc les ventes, ils passent. Après, j'arrive sur mon pack best-seller. Donc ça, pareil, c'est un autre outil que j'ai créé que vous aurez un accès juste après la fin du cours. J'ai proposé le pack du milieu. Donc il va y avoir entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. J'ai proposé du milieu qui va être, on va dire, pour faciliter les choses, on va dire, à 200 € pour 4 semaines par mois. Et la personne, si j'ai bien fait assez mon travail, j'ai augmenté la valeur perçue au maximum pendant la séance, pendant la discussion, et que le livret de vente a bien cassé toutes les leçons restantes, elle va me dire oui, il n'y aura pas forcément d'objection. L'outil est tellement fort qu'il peut ne pas avoir d'objection. Mais les objections, c'est pas grave. Les objections, ça fait partie du jeu. Dès qu'il y a des objections, donc, ah ouais, je n'attendais pas à ce que ça soit si cher. D'accord. Et tu t'attendais à combien? Ah bah je m'attendais, la personne elle va soit dire un prix hyper bas, je m'attendais à 30 € par mois. Ah, ok, très bien. Je m'attendais à rien. Mais je suis quand même déçu. Dewey, Malcolm. Merde, putain. T'as pas la ref, Clara? Bah, si. Je fais pas les devoirs à des gens. C'est pas ça, mais il y a un truc comme ça. Mais. Merci de me rassurer quand même. Un point de plus. C'est ça. Non, Dewey dans Malcolm, c'est quand il fait avec les figurines. Ah non, t'as raison. Non, Autant pour moi, t'as raison, autant pour moi. Ouais. Bravo. Merci. Un point de plus. Je sais, les mecs qui donnent des points alors qu'il n'y a pas deux. Alors les objections, voilà, c'est à partir de là que le combat commence. Donc ça fait plaisir, j'ai dit combat, il a levé les yeux direct. Combat, mot-clé, combat. Donc ça, combat commence, la personne, elle va dire une objection, donc c'est trop cher, j'ai pas le temps, ou je dois réfléchir, je dois en parler à mon mari. La deuxième, souvent, elle est un peu plus ah bon, tu dois en parler à quelqu'un d'autre, mais elle est un peu déstabilisante. Mais c'est les trois qui sont rencontrés, les familles d'objections qui sont rencontrées dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est pas grave, c'est là que le combat commence, parce que la personne, elle a verbalisé le problème qu'elle a pour ne pas acheter le service. Si la personne, elle a pris 1 heure de son temps, voire un peu plus, le bilan il dure 1 heure, mais si ça dure 1h15 et que ça vend sur 6 mois, 1 an, est-ce qu'on s'en fout pas si ça dépassait? Sachant que c'était prévu 1 heure, donc si on reste 10, 15 minutes, 20 minutes de plus, on a déduit du temps. Donc ça montre qu'on est généreux et qu'on n'est pas là pour l'argent. Donc ça c'est bon, c'est-à-dire qu'on a donné plus, on a déjà surdélivré alors qu'on n'a rien vendu. Pas mal comme truc. Et la personne, quand elle dit voilà, c'est trop cher, donc il faut d'abord lui faire verbaliser. Elle va finir par dire ah bah c'est trop cher, ok. Et après, il faut lui rappeler, du coup, à ce moment-là, les douleurs qu'elle a pu dire, pourquoi elle en était arrivée là. Ok, ça peut être grossesse, ça peut être voilà, des choses vraiment qu'on a pu souligner et écrire. Une personne qui est en surpoids, c'est pas arrivé par le Saint-Esprit. Et là, faut tout récapituler ce qu'elle a dit pour vraiment valider au final le choix. Et encore, en fait, quand on dit c'est trop cher, c'est pas vraiment c'est trop cher, c'est essaye-moi encore de me convaincre un peu plus. Enfin, toutes les objections de c'est trop cher, j'ai pas le temps, je dois faire mon mari, c'est pas vraiment ça que ça veut dire plutôt essaye de me convaincre encore. Tu m'as pas encore assez convaincu pour passer le cap à franchir. Donc faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est un peu comme c'est quoi les tarifs, quoi. Si tu veux répondre frontalement c'est quoi les tarifs, c'est mort. Après, il y a les objections. Donc là, je valide mon objection, les objections, je vends. Je vends mon service. Donc là, bon, je suis content. Mais avant que la vente soit faite, enfin la vente est faite, il faut contractualiser.
Parce que les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc la personne, elle peut dire, bon, c'est bon, je prends 6 mois, mais s'il y a rien d'écrit, il y a un risque qui peut être plus ou moins important qu'en fait, bah, elle ne vienne plus jamais. Donc on est content, on rentre chez soi, on saute comme ça, là, j'ai vendu. Et en fait, ah bah non, je peux plus, je peux pas, il faut rentrer. Et souvent, quand les personnes, le contrat, ils le respectent pas après l'avoir signé directement ou après quelques jours ou quelques semaines, c'est qu'en fait, ils ont été influencés par un tierce, donc le mari, la copine, la famille ou autre personne. Donc c'est important, pour pas que ce genre de choses arrivent, c'est pendant la vente de confirmer que son mari, sa copine, son entourage la soutient dans sa démarche. Parce qu'une personne qui a acheté un service comme ça, elle a besoin d'être validée juste après l'achat. Si elle n'est pas validée et au contraire quelqu'un qui tient à cœur, qui est proche d'elle, lui dit l'inverse, ça peut casser la chose. Donc il faut vraiment la faire valider au maximum. Une fois qu'il y a le contrat qui est signé, donc un contrat, ça va être quoi? Je pense que ça va être 3 pages. 3 pages, je crois plus, ça ne sert à rien. Le contrat, c'est pas quelque chose de mauvais. En France, on peut avoir aussi mal avec le contrat. Un contrat, c'est pour expliquer à la fois les engagements de la personne, les engagements du coach aussi. Donc c'est vraiment du donnant-donnant, c'est vraiment les règles. Ok, je m'engage, moi coach, à être à l'heure, à dire quand je vais en vacances, voilà, et mettre le numéro de carte pro, l'assurance, tous les trucs comme ça. Et voilà, après, on peut rajouter du droit à l'image dedans si on va avoir des photos avant-après facilement, qu'on puisse les diffuser sur les réseaux sociaux. On peut mettre une petite mention, ok, je peux les diffuser, mais ça sera de façon anonymisée, ça sera de façon anonyme. Il n'y aura pas le nom ou la tête. Souvent, les gens, ils ont un peu de problème avec ça, donc ça peut être ça dans le contrat. Tous les contrats qu'on a chez GA Coach, c'est ça, et Leader aussi. Ça va être quoi d'autre? Ça va être ça va être aussi les fameuses clauses d'annulation de report de séance. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui a pris, là, je sais pas, là j'ai coaching à 17h30, si elle m'annule maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, mais s'il n'y a pas de contrat, s'il n'y a pas de contrat. Et après, c'est pareil, j'ai vu quelque chose avec les coachs, et même moi aussi à l'époque, quand les contrats étaient signés, c'est bien, hein. Après, il faut le faire respecter. Et ça, c'est deux choses. Le coach, généralement, il a tellement peur qu'en fait, il ne le fait pas respecter. C'est-à-dire que les gens, ils vont toujours tester. Les gens, ils testent, ils testent, ils testent, ils testent, ils testent. Et si la porte est s'ouvre au fur et à mesure, bah, ils vont y aller franco. Donc, signer un contrat, c'est bien, mais faire respecter, c'est mieux. C'est-à-dire que là, s'il y a une personne qui m'annule là et qu'on a signé ensemble, alors qu'on a rendez-vous à 17h30, bah, c'est pris, quoi. Mais énormément de coachs ne font pas signer le contrat du tout. Bon, bah, ça, déjà, c'est plus la norme qu'autre chose, encore une fois. De toute façon, quand je parle de ça, on dirait que le coaching, c'est très amateur, mais en soi, c'est encore très amateur. Et après, le faire respecter. Parce que s'ils le font pas respecter, le retard aussi, retard, annulation, le retard, qu'est-ce qui se passe s'il y a 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, 15 minutes de retard? Si la personne elle vient plus. Si la personne ne vient plus, bah, premier, je me remets en question. Parce que si elle vient plus, c'est forcément une grande chance que c'est moi qui ai fait quelque chose qui ne va pas, mais elle n'a pas osé le verbaliser. Donc, je me remets en question en premier, c'est forcément de ma faute. Parce que ça, je peux faire quelque chose, l'autre personne, je peux pas y faire grand-chose. Mais si ça vient plus après, c'est qu'il y a un blocage, et ça, c'est pas mon coaching. Dans mon coaching, on est dans le soin de destruction des blocages, on est dans la franchise, dans l'honnêteté. C'est ça que j'implique comme valeur à mes clients. Donc, ils vont, quand tu fais en sorte, t'as un endroit où c'est honnête et c'est franc, les gens, ils y vont bien, t'inquiète pas. Ils vont dire, bon, tu me fais chier, toi, c'est des... Et souvent, ouais, c'est la faute, 95%, c'est le coach qui a fauté, il a dit un truc qu'il fallait pas, mais la personne n'a pas voulu dire. Tu vois, par exemple, je sais pas, t'as une institutrice en coaching, tu pars du sens opposé à elle et tu donnes ton avis sur quelque chose qui est important pour elle, donc l'école. Dire qu'en fait, l'école, c'est nul, ça sert à rien, on paye des impôts pour rien, des choses comme ça, alors qu'elle, elle est dedans, elle est à fond dedans, elle est dans le système. Bah, si elle revient pas, ça peut se comprendre, quoi. Ou pareil, tu dis à quelqu'un qui est religieux à fond, tu dis, bon, vas-y, c'est de la merde, ça n'existe pas, tu vois, tu la revois pas non plus. Ou si t'as un gars qui est pour l'OM et toi t'es du PSG et tu dis toujours allez PSG, ah les mecs sont un peu cons, hein. Donc, tu parles de ça, les mecs qui sont. Bon, je pense déjà il prendra même pas. Si tu dis ça, il prendra même pas en coach. Donc c'est souvent les sujets qui portent à conflit qu'il faut éviter, quoi. Ou bien le sentir. Sinon après ça finit en coaching PMU, quoi. Ouais, tu penses quoi du coup, la cérémonie des JO, c'est un peu glissement de terrain là, ça le sent.
Et du coup, une fois que le contrat est signé, mais très bonne question Yves, le contrat est signé, donc le contrat, c'est de le signer en face à face, encore une fois, il ne faut pas attendre que la personne soit rentrée chez elle. Comme ça, on peut énoncer toutes les articles du contrat et en quoi ça sert, pourquoi il est présent. C'est hyper important. Donc, quitte à prendre plus de temps qu'1 heure, il faut le faire. Et après, prendre un premier paiement du mois direct. Là, c'est le meilleur process, là, le plus simple pour récolter son premier mois d'engagement. En faisant ça, je récolte mon premier mois et après, je mets un prélèvement en place, quelque chose d'automatisé. Parce que quand c'est automatisé, la personne n'y a plus à penser. Nous, on n'a plus besoin de courir derrière. Alors que si on prend du cash ou de la carte bleue, donc il faut un truc, ça va prendre un pourcentage aussi. Il faut penser au boîtier. Ça ramène du cash, il faut que le montant, faut pas que ça soit 45 €, quoi. Sinon, les billets de 5, c'est compliqué d'avoir des billets de 5 aujourd'hui. Donc après, il faut qu'elle aille aussi, enfin, c'est trop complexe. Le fait de mettre un prélèvement, c'est une charge mentale en moins. Et comme je disais la semaine dernière, si j'ai fait ça déjà il y a 2 ans, j'aurais dû le faire il y a 2 ans. Et en faisant ça, on est sûr d'avoir sa propre mensualité et de ne pas rentrer chez soi déçu, en mode au final, elle a dit non, en fait, rentrer chez elle. Et ça arrive, hein, des fois, 1 heure plus tard, ah bah non, c'est mort, et la personne, elle va pas dire pourquoi. Elle va pas dire, ah bah c'est mon mari, il m'a dit, putain, tu m'as pas dit que tu allais faire coacher? C'est un homme, et en plus, tu prends de l'argent du compte commun. Le mec, il a pas fait la séance, il sait pas ce que ça apporte à sa femme, il la trouve bien. Donc pourquoi faire du sport, ça sert à rien. Lui, il voit que l'argent qui sort, donc il va dire non, donc il va l'influencer de la mauvaise façon. Ça peut, hein, comme l'inverse. Hein. Ça, il y a des coachs, ils rentrent de chez eux, ils font ah, c'est une super personne, super cool, machin. Et après, ils comprennent pas qu'en fait, c'est l'inverse après une fois qu'ils sont partis. Les gens, ils savent pas dire non aussi, ça arrive aussi. Hop. Donc faire un bilan, j'en ai parlé. Moi, je parle de bilan santé. Le bilan santé, on parle des fois de bilan forme ou de bilan forme ou bilan tout court généralement. Le terme bilan santé, je trouve qu'il est plus approprié parce qu'il parle à un plus grand nombre. Et la santé, on n'en a qu'une, hein, c'est qu'une fois qu'on a perdu, qu'on s'en rend compte. Le bilan, tout le monde sait ce que ça veut dire. La santé aussi. Donc en termes marketing, ces 2 termes-là, ils matchent très très bien. Ils matchent très bien. Donc je peux que vous conseiller d'utiliser ces mots-là. Alors, est-ce que vous connaissez les 3 critères pour choisir son coach? Ok. Beau. Ok. Il est beau, belle. Ok. Du coup, t'as une bonne vision? Comment faire, par exemple, là... Ah ouais? Ah, toi, j'aurais pas dit, tu vois. Ah ouais? On n'a pas compris. Les 3 critères, d'après vous? Parce que imaginons, là, on a 10 coachs dans une salle. Pour... Les compétences. La notoriété, le bouche à oreille. Ouais. Le comportement. Comportement, bah ouais. Ouais. Merci. J'ai mis un cerveau musclé. Hein. J'ai fait l'effort sur le Canva. Hein. Non, les 3 critères qu'il va avoir, il y a des choses que vous avez dit, c'est ça, ça s'ensemble. Oui, c'est pour ça que je dis que tu as une bonne vision, parce que tu as vu le... Non, tu n'as même pas vu? Ah oui, aussi, mais parce que c'est en premier, du coup. Le premier critère, c'est toujours une question que j'ai essayé de me poser, parce que je dis, on est de plus en plus de coachs, donc qu'est-ce qui fait qu'on prend moi ou pas l'autre, et inversement. Le premier critère, en fait, c'est bête, mais tu l'as dit, c'est le sexe, c'est le genre de la personne, homme ou femme. Donc ça va dépendre de ses affinités. Il y a des femmes qui vont dire je préfère un homme parce que je suis sûr que voilà, ça va être cadré, carré, et quand je vais faire de la merde, il va me le dire. Souvent, c'est à peu près ce truc similaire que je peux entendre. Sinon, une femme, elle va prendre une autre femme parce que justement, elle a un passif plus ou moins mauvais avec les hommes, ou elle préfère une femme parce qu'elle pourra parler plus librement de choses de femmes. Voilà, après, il y a plein de choses qui peuvent varier au niveau du choix. Donc ça déjà, ça divise par 50, déjà ça divise par 2 le choix de la personne. Si on est un homme et c'est une femme qui veut une femme, déjà on est mort. Après, la deuxième chose, le petit cerveau musclé ici,
Alors ça va être plusieurs facteurs, donc ça va être la personnalité, ça va être voilà la beauté, pourquoi pas, la beauté comme vous avez dit les filles. Ça va être aussi mine de rien les origines, ethnie, tout ça, ça a un impact aussi, ce que j'ai pu observer. Il va y avoir quoi? L'attitude, la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de se mouvoir, la façon de bouger, voilà, plein de facteurs qui sont plutôt en termes de l'attitude et de la personne en elle-même. Oui, Enfin, HEC. c'est les hommes là dans la salle. Vous êtes plus. Vous préférez une femme ou un homme? Un coach. Ouais. Hein? Voilà. C'est la question, mais c'est une question où j'ai déjà ma réponse. Et toi? Un homme et toi? Coacher quelqu'un? Non, toi, tu serais être coaché par un homme Ah, ou par une femme? par un. Parce qu'on part du principe que ce métier-là, c'est un métier d'homme et pas de femme. Alors que les femmes. Non, je pense pas. Je pense que Ça c'est dépend, il y a l'ego aussi. Je réponds à ma question. Ah, faut l'aborder. La question est bien, mais il faut l'aborder un peu plus différemment. C'est pas l'aborder sur ce sujet. Non, mais bah, ça échoue sur le critère. Une femme ou un homme? Non, mais il n'y a même pas de question. Bah, si, il y a une question, je te la pose. Non, mais moi c'est 100%, mais il n'y a même pas il y a aucun débat. Un homme, du coup? 100% pour le sport. Après, pour d'autres choses, peut-être une femme, j'ai déjà pris des femmes dans d'autres types de coaching. Ouais, Mais ça dépend, ouais. Et puis même, j'ai des femmes dans l'équipe. Généralement, c'est rare qu'elles ont des hommes en soi. Mais comme je disais la semaine dernière, au niveau du comportement, l'homme qui va prendre la décision de prendre du coaching, c'est qu'il est vraiment au pied du mur. Une femme, elle va agir bien avant. C'est là qu'on voit les différences d'intelligence dans ce biais-là. Un homme, vraiment, voilà, il est gros, il est en surpoids, il est vraiment au pied du mur, il est vraiment là, quoi. Il dit, ah, bon, je vais peut-être prendre un coach. C'est la mort, elle est là. Ah, ben, un coach, c'est pas mal. Une femme, c'est vraiment là qu'elle va, ah, je vais peut-être prendre un coach. Donc, la distance, elle est là. Moi, si les femmes n'étaient pas comme ça, j'aurais jamais reçu le coaching, hein, parce que ma clientèle, c'est quasiment 100% des femmes. J'ai pas mal de couples aussi, mais c'est toujours parti par le biais de la femme. Parce que les femmes, elles ont ce côté-là, prendre soin, et puis bah, surtout, peut-être aussi vivre plus longtemps, quoi. C'est un peu moins kamikaze. pourquoi un homme et pas une femme? La façon de faire, je pense, la façon de parler, le ton, m'encourager, tu vois, imagine, je galère à faire quelque chose. Tu sais que quand Marco, il me coachait en training, il poussait, tu vois. Et ça me donnait envie d'aller plus loin encore. Genre, sa voix, elle portait plus. C'est ça, en fait. Ouais. Ah, non, bien sûr. Non, bien sûr. Puis ouais, les femmes que j'ai pu avoir dans l'équipe, elles ont déjà coaché des hommes, mais après, il y a de tout. Ça dépend après, c'est quoi la définition. T'en as qui étaient des hommes qui allaient vers les femmes parce qu'ils se sentaient ils se sentaient mieux. Souvent, s'ils n'étaient pas hétéros, ils allaient plus vers la femme, quoi. Ils se sentaient plus à l'aise, ils se sentaient à plein de. Ça, c'est. Des fois, il y a des hommes qui allaient vers le coach femme juste pour la draguer et la meuf voyait pas, quoi. C'est aussi ça, quoi. Faut faire comme ça. Et le troisième critère, du coup, pour terminer sur ça, c'est la spécialisation. Donc, si je suis un homme et que la personne veut un homme, niveau culture, niveau attitude, façon de faire, façon de parler, physique, ça match aussi, et que derrière, en plus, elle veut perdre du poids, et moi, c'est ma spécialité, 1, 2, 3, j'ai gagné. C'est aussi simple que ça. Et j'ai trouvé ça important de le mettre dans cette diapo, parce que bah, c'est important de comprendre pourquoi on nous prend et pourquoi on ne prend pas un autre. Hop. Hop, ok, on va faire la pause bientôt. Ça, j'ai entouré ça. Justement, je parlais de tarif à l'heure, tarif dégressif, etc. Ça, c'est une phrase d'un pote à moi, Loan Boucher. Il parle, en fait, s'il n'y a pas de récurrence dans le coaching notamment, en fait, il n'y a pas de business. Pas de récurrence, pas de business. C'est-à-dire que bah, si au bout de 3 mois d'engagement avec du tarif dégressif, la personne elle se barre, bah, il n'y a pas de récurrence, c'est trop peu. Donc on ne peut pas planifier l'avenir, donc il faut vraiment avoir l'idée de vendre sur un an. Vendre sur un an, c'est totalement possible, même dès le départ. Mais il faut y croire, il faut le conscientiser. Ça n'a pas de récurrence, ça n'a pas de business. Il n'y a pas plus clair, je pense. Est-ce que vous sentez là demain, vous sortez du CQP, est-ce que vous sentez de vendre sur
vendre sur un an et avoir les arguments bons pour vendre sur un an. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne pour un an, c'est le mieux, en dessous, ça va être compliqué. Déjà, il ne faut pas qu'on dise qu'on sort de l'école. Je sors de l'école, le mec il va se dire ouais, enfin, l'autre ça fait 15 ans qu'il fait ce taf-là, je vais pas payer pour toi pour un an. Moi, actuellement, j'ai des clients, ils savent pas que je suis en D'accord. D'accord, c'est bizarre, mais... Ah bah non, moi si je dois prendre un coaching et payer à l'année, je vais prendre quelqu'un qui sait faire. Je vais me dire, lui il sort d'école, c'est mort. Le français, les diplômes. Ah non, ça c'est... Au contraire. C'est français. Ouais. Il ne faut pas le dire. Déjà. Moi, c'est inverse. Ça, pour moi, c'est un facteur, au contraire, augmentant de la valeur. Plus je me forme, plus, justement, je suis bon parce que j'ai... On vient d'apprendre, on se forme pas. Ouais, mais si vous avez déjà des affinités, c'est du CQP, donc vous avez déjà affinité avec le sport et vous avez déjà fait des trucs en plus, vous êtes dans l'aqua, tout ça. Donc en fait, tu te rajoutes une corde à ton arc, donc normalement, ça ne va pas être souci. Du coup, lui, c'est ton premier diplôme, toi? Ah non, tu as bossé dans les manufactures. Manutention? Ouais, pas lourd. Oui, la manufacture. Ah ouais? Bah, autre chose, là. Bah, tu vois, j'ai déjà fait. Du coup, je sais que là, il vient de commencer là-dedans. Ouais. Je vais pas le prendre en coaching. Ah ouais, mais toi, c'est pas le reste. Je pense qu'on a quand même beaucoup qui... Intéressant, tu vois. Ouais, je pense qu'on a quand même beaucoup. Oui, mais je pense qu'on a quand même beaucoup. Après, j'ai pas dit que moi je réfléchissais comme ça. Hein. Si, carrément. Exactement. Oui, mais s'ils payent moins cher. Ouais, mais ça, c'est totalement... Non, mais c'est con. Mais parce que c'est français. Ouais, mais ça, c'est de se renfermer dans la culture. C'est relativement... J'ai que les coachs qui commencent avec moi, qui sortent de diplôme et ils vendent sur un an très vite. C'est pas du tout un facteur. C'est au contraire quand on se forme. Moi, j'encourage plus à dire voilà, je forme sur le réseau, comme ça augmente la valeur perçue déjà. Et puis vendre sur un an, enfin peu importe notre expérience ou quoi que ce soit. Après, le problème des coachs, le premier, c'est qu'ils pensent leur monde, c'est le monde de tout le monde. Sauf qu'en fait, les gens, ils s'en foutent que tu aies 22, au final, 30 ans ou 40 ans, reconversion ou pas. Hein. S'il y a des bons arguments et que la personne veut du résultat, peu importe s'il sort de diplôme ou pas. Tu as même des plus âgés qui vont se dire ah bah il sort de diplôme là, donc il a du connaissances qui sont plus récentes que les anciens qui ont 60 ans quoi. Ouais, mais ça on est indépendant, donc en soi c'est moins pénalisant que quand on est salarié. Bah t'as pas 20 ans, donc ça t'aide aussi. Tu vois, donc. Mmh. Bien sûr. Par rapport à la niche dans laquelle je suis. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'en France, d'autant plus à Orléans, ça n'a pas le diplôme, ça n'a pas de truc. C'est vrai que moi, encore une fois, c'est recul avec le terrain, et ça engage pour moi. Les autres, c'est complètement différent. Moi, en tout cas, personnellement, la posture que j'ai choisie, c'est. Non, c'est sûr. Effectivement, j'ai un background indépendamment du CP, ce qui m'apporte énormément. Bien sûr. Je ne vais pas avant que je fais certification, moi, c'est pas un sujet. Quand je le fais faire, je sais quoi faire. Effectivement, si tu m'apportes d'autres éléments que je n'avais pas auparavant, c'est pour ça que je n'ai pas la nécessité de dire que je suis en formation. Et les gens ne le voient même pas en fait, que je suis en formation. Parce que c'est factuel. Si effectivement, je n'avais pas eu ce background-là, je ne sais pas si j'aurai la même posture. Je ne sais pas si on va. Ah, bien sûr, bah après, c'est ce qui crée les blocages de groupe ou les blocages individuels aussi. C'est de dire, bah tiens, Marco, il a dit ça, donc forcément, c'est ça. C'est ça qui peut aussi porter. C'est ça le. Non, bien sûr. Non, mais Thomas, quand les coachs ils débutent chez moi, ils vont vendre par 3 mois, ils vont vendre sur 3 mois. Parce qu'en fait, dans leur tête, dans leur inconscience, ils valident le choix que le prospect a, mais qui ne sait même pas pour lui ce qu'il a besoin. Ils disent, bon, bah, je vends 3 mois, c'est déjà mieux que rien. Ils se disent ça. Sauf que 3 mois, tu vends ça en janvier, parce qu'en janvier, il y a une grosse rentrée de nouvelles personnes. Bah, tu deviens en avril, peut-être en avril, ils vont reprendre. Après, arriver les vacances, ça va être compliqué. C'est pour ça que vendre sur un an, c'est nécessaire pour avoir vraiment du résultat et que ça reste, et que ce soit pas juste un pansement, comme je disais la semaine dernière. Et après, je prends conscience, vendre sur un an, c'est une compétence en plus de la vente, quoi. J'arrive à vendre, ok. Vendre sur un an, c'est une autre compétence quand on ouvre la vente, quoi. C'est un autre, c'est autre chose. Et après, je pense que c'est décorrélé de l'âge. Moi, avant de commencer le coaching, il y a une femme dans une salle, elle m'a dit, ah, mais toi, avec
une 37 ans, un truc comme ça. Je dis, attends, mais je te prendrai jamais en coaching, toi. Ah bon, comment ça, tu ne pas en coaching? Ah bah, t'es trop jeune. Ah ouais, ah d'accord, je pensais même pas que ça pouvait exister, tu vois? Et bah, ça m'a aidé de le savoir que ça pouvait le faire, parce qu'au final, 22 ans, c'est un peu de juste. Après, j'ai toujours paru plus vieux, donc je pense que ça peut aider aussi. Mais je sais qu'en tout cas, quand tu fais une formation, peut-être pas forcément CQP-IF, mais formation, tu sais, annexe, nous, tous les coachs, une fois qu'on est diplômé, bah, les meilleurs se forment après, encore les week-ends, bah, comme tu as fait ce week-end, du coup. Le maître, là, ça a une vraie valeur. Putain, je suis allé à Londres, je me suis fait former avec, je sais pas comment il s'appelait le gars, classe, quoi, tu vois. Donc ça dépend de quoi, mais il faut vraiment. Il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment bien les coulisses, tu vois, voir qu'est-ce qu'il fait le coach le week-end. Donc ça aide à rajouter de l'authenticité, l'authenticité, on a l'impression d'être dans la vie du coach. Bah, c'est le principe des réseaux sociaux, quoi. On met toujours ce qui nous arrange, mais jamais quand on est au fond de son lit en train de pleurer, est-ce que notre copine nous a quittés, on divorce, ou etc., quoi. Même si c'était une trend à un moment donné, hein. C'était la mode de se filmer quand on pleurait parce que c'était la trend, quoi. À un moment donné, sur un Insta que j'avais, je mettais que mes cheat meals. Je mettais que les pizzas, les machins. Donc les gens qui me suivaient dessus fait, putain, mais tu manges mal, et t'es comme ça. Et en fait, je mets que quand je mange mal, en fait. Je vais pas mettre quand je mange du poulet, c'est pas sexy, quoi. Et les gens, ils sont conditionnés. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux juste pour voir et pas être acteurs. Donc c'est. Mais c'était ça ma petite réflexion. On va faire bientôt pause. Tac. Si vous voulez plus de contenu, j'ai une deuxième chaîne du coup YouTube, mais là vraiment personnelle, avec d'autres conférences, des choses comme ça. Donc là, c'est Garbago, c'est une chaîne que j'ai depuis 2021, donc vraiment toujours pour les coachs. Les conférences que j'ai faites Orléans, à Colmar, tout ça, puis des vidéos plus poussées dans les sujets particuliers pour le coaching, pour vous aider plus tard à performer. J'ai mis une formation 0 à 3000 là, qui est gratuite sur celle-là, il y a plein de choses. Donc voilà, je parle pas au moins de 30 ans, t'as pas encore 30 ans, donc il va falloir... C'est vrai, bah, jusqu'à demain, je te parle. Ok, ça marche. Hein? Du coup, on est 8, c'est ça? Très bien. C'est ça, il ne restera plus qu'un à la fin. Ok, bah c'est le moment alors. Alors, plusieurs choses sur la vente à regarder. Donc, langage corporel, c'est hyper important. Langage corporel, qu'est-ce que c'est? Bah, tout est dans le titre. Hein. Langage corporel, c'est hyper important. Le prospect, on peut savoir par ses micro-expressions, les expressions de son corps, s'il se fait chier, s'il est captivé, s'il n'est pas captivé. Du coup, on peut adapter son discours et son ton, sa intonation par rapport à ça. Donc, le langage corporel, c'est hyper important, mais j'en parlerai juste après. Faire la différence entre objectif social et vrai objectif. Donc, objectif social, c'est je veux perdre du poids. C'est l'objectif que je dis à tout le monde. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. Le vrai objectif derrière, par exemple, si je prends l'objectif de je veux perdre du poids et je dis ça à mon père, à ma mère, à ma famille, à ma copine, tout ça, le vrai objectif, souvent, il faut vraiment creuser pour l'avoir. La règle des 5 pourquoi en vente, donc elle parle de la théorie où plus je dis ouais, mais pourquoi tu veux perdre du poids? La personne va dire je veux perdre du poids parce que je me sens mal dans ma peau. Ok, pourquoi tu sens mal dans ta peau? Parce que je suis célibataire et ça fait 2 ans et du coup, bah, il n'y a aucune fille qui me regarde. Ok, pourquoi tu es célibataire et pourquoi ça fait tant de temps qu'aucune fille... Ah bah moi, du coup, ça me fait sentir seul, j'ai 30 ans, je suis bientôt, voilà, la pression sociale. Et là, du coup, on creuse et on arrive au vrai problème, à la vraie douleur. Donc au final, la personne ne veut pas simplement perdre du poids, elle voulait pouvoir, elle se dit dans sa tête, elle dit que plus elle serait mince, plus elle serait attirante, donc elle pourrait ne plus être célibataire, donc elle pourrait du coup ne plus subir cette pression sociale, donc être avec quelqu'un, et que ça c'est un exemple très large, mais très 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 commun celui-là. Fille, ça marche pareil, etc., etc. Enfin, fille ou garçon d'ailleurs. Et vraiment, la chose qui fait passer même avant de revenir là, ce que je dis à chaque fois, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, à l'époque, au Moyen-Âge, être gros, c'était un signe de richesse. Oh, oui, 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 exact. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, si on revenait au Moyen-Âge, bah, c'était très bien d'être gros. C'était bon signe de richesse, tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est un signe de mauvaise santé et ça peut entraîner des problèmes, diabète, cholestérol, mort prématurée, ou juste souffle au cœur, j'ai du mal à monter l'escalier, j'ai du mal à m'accroupir, je peux plus courir, des problèmes aux genoux. Enfin, ça entraîne beaucoup de problématiques, de vraies douleurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, simplement perdre du poids, non, il y a toujours autre chose derrière. On vous invite toujours à creuser. Et vraiment, ce qui fait une vente ou une non-vente, c'est identifier les problèmes durs. À chaque coach qui rejoint mon équipe, c'est la principale problématique qu'il va avoir au début, c'est que s'il ne vend pas, c'est qu'il n'a pas vraiment trouvé le problème dur. Le problème dur, ça veut dire douloureux, urgent, récurrent, mais j'en parlerai plus en détail juste après.
Alors, au niveau du langage, sur 100%, donc c'est fait de cette façon-là, 7% du langage qu'on va dire aux gens, c'est 7% de notre langage dans la totalité. Et 93%, c'est le langage non verbal. C'est-à-dire que la part de langage sans les mots est plus importante que les mots qu'on va dire. C'est-à-dire si je suis comme ça, comme ça, comme ça, ou si intonation de ma voix, je regarde le sol et tout ça, bah, ça veut dire des choses différentes. Si je regarde le sol comme ça quand je vous parle et je suis derrière, bah, je regarde le sol, c'est-à-dire que je suis peut-être pas assez confiant pour pouvoir parler devant vous. Si je sais pas, si je bégaye, je trouve pas mes mots, bah, peut-être que j'ai pas assez l'habitude de faire des présentations devant des gens. Voilà, donc faut pouvoir observer, analyser et s'adapter pour pouvoir vendre au mieux dans ce cadre-là. Parce que si j'ai une personne en face de moi, dans le cadre d'un jeu de rôle là par exemple, voilà, je suis quelqu'un de, voilà, je suis Marco, c'est moi qui est le cadre et tout ça, et je suis, bonjour Marco, bah, du coup, bah, il va falloir que s'adapter pour baisser le niveau sonore et vraiment se synchroniser, comme je disais la semaine dernière, synchroniser, parce que ça peut faire peur à la personne qui parle tout doucement et qui cherche les mots et qui a un peu pas confiance en elle. Et ça ferait la vente ou pas, parce que si la personne est trop dans l'extrême, ça ne matchera pas et c'est terminé. Donc langage non verbal is better. Donc problème dur, donc vraiment ce qui fait la vente ou la non-vente, c'est vraiment ça. Donc dur, c'est un moyen mémotechnique pour douloureux, urgent et récurrent. Donc le vrai problème, c'est pas je veux perdre du poids, et c'est pas son vrai objectif. Qu'est-ce qui est le vrai objectif derrière, et ce qui rend que c'est douloureux pour elle tous les jours d'avoir ce poids en plus. Donc là, si je reste dans le cadre d'une perte de poids, qu'est-ce qui est réellement douloureux tous les jours qui fait qu'elle a ce poids en plus, et qu'est-ce qui fait que c'est douloureux pour elle d'avoir ce poids, et pourquoi elle veut changer réellement. En quoi c'est urgent? Est-ce que c'est un objectif qu'elle a pour 3 mois, 6 mois, 1 an? Est-ce qu'elle n'a pas de deadline? C'est important de le préciser. Est-ce que c'est quelque chose qui la touche vraiment tous les jours? Moi, par exemple, j'ai des personnes qui m'ont dit, donc dans le cadre d'une perte de poids, qu'il y a des personnes qui sont obèses et qui vont perdre du poids vraiment pour leur santé, pour mieux vivre et pour avoir un corps plus fonctionnel. Parce que bah, quand tu as des enfants et que tu fais 150 kg, bah, jouer au foot, faire du sport ou faire n'importe quelle activité, bah, c'est très dur. Donc là, il y a un vrai objectif de, bah, il faut que les enfants, je veux les voir grandir le plus loin possible, je veux qu'ils me voient en pleine forme, je veux qu'ils me voient sourire. Bah là, avec le poids que j'ai, ça coïncide pas. Donc dans ce cas-là, j'ai plein de femmes qui m'ont dit déjà, bah, je ne peux plus me voir dans le miroir, donc je mets des serviettes du coup sur les miroirs chez moi. Donc c'est quand même assez, c'est fort hein, comme chose. Hein. Dites, je mets des serviettes parce que mon image, je peux pas la voir. Je suis en sort d'une voiture, je ne regarde pas la vitre parce que du coup il y a mon reflet, donc je ne peux pas voir ça. Des choses aussi puissantes. Et quand les personnes disent ça, c'est-à-dire qu'on a posé les bonnes questions et qu'on commence à arriver dans ça. Et des trucs aussi, bah, les personnes, du coup, souvent, elles vont pas forcément porter de couleurs, parce que si je porte des couleurs, bah, on va plus me voir, donc ils vont porter du noir qui va amincir. C'est plein de choses comme ça. Donc là, c'est douloureux dans ce cadre-là, parce qu'elle est obligée de cacher son miroir et de regarder le sol pour pas, quand j'ouvre la voiture, voir mon reflet. C'est urgent parce que je sais pertinemment que si je continue comme ça, bah, c'est le diabète, le cholestérol qui m'attend, c'est de plus avoir de voir mes petits-enfants mes enfants ou mes petits-enfants qui vont pas me voir parce que bah, je vais décéder prématurément parce que mon poids est un fardeau. Je vais pas pouvoir jouer avec eux, je vais pas pouvoir faire de l'acrobranche là cet été, je vais pas pouvoir faire du kayak, je vais pas pouvoir faire plein de choses, je vais pas pouvoir me déplacer, ça peut être juste monter, faire de la randonnée, ça va être très compliqué, je vais très vite être asphyxié, pardon. C'est ce genre de choses. Donc là, c'est urgent. Si je le fais pas tout de suite, ça va s'empirer. J'en suis consciente. C'est récurrent. C'est-à-dire que bah, tous les jours, je me lève et j'ai le même problème. J'ai du mal à me lever, par exemple, parce que bah, je suis dans le lit, donc je ne peux pas me lever frontalement. C'est trop dur et j'ai pas assez de muscles au niveau du corps, quoi, au niveau de lombaire, j'ai pas assez de muscles, donc je peux pas me lever frontalement. Je suis obligé de mettre sur le côté et puis de rouler bouler un petit peu. Ça aussi, c'est concret. Je peux plus me lasser les chaussures. Je suis obligé de m'asseoir. Et encore, ça me coupe ici, donc j'ai du mal à faire mes lacets. Une personne obèse, c'est réel, hein, c'est factuel. Et ça, bah, ça constitue un problème dur, par exemple, dans ce cadre-là. Et là, du coup, c'est plus simplement, j'ai perdu du poids. Il y a tout ça que la personne a pu dire. Donc derrière, vu qu'on a creusé, on a eu ces infos-là, bah, c'est beaucoup plus facile de vendre, par conséquence, par définition, et longtemps, surtout dans ce cadre-là, parce que bah, c'est pas en 1 an qu'elle est devenue obèse. Et dans n'importe quel objectif, hein, ça marche aussi. Il faut juste après être un peu plus créatif et réfléchir un peu plus loin, puis se mettre à la place de la personne réellement.
Si on n'a jamais été en surpoids obèse, bah, du coup, il faut lire des bons livres, s'éduquer, les livres, les vidéos, des formations, et ce genre de choses-là. Donc, le problème dur, c'est vraiment ce qui fait vente ou non-vente. Par exemple, tu me dis si je me trompe, mais au début, du coup, dans ton studio, les gens venaient se défouler, comme tu disais tout à l'heure. Mais au final, au fur et à mesure du temps, en fait, ils recherchaient peut-être autre chose. Et au début, tu dis, bah, tiens, je vais peut-être créer ça juste pour que les gens, voilà, ils fassent, bah, éduquer à la boxe, tu vois. C'est sympa, tu défoules, ils font des coups dans les sacs de frappe, c'est ça, sacs de frappe. Il y a des trucs avec l'eau ou pas là? Ouais, non? Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, du coup, tu dis, oh, bah, c'est juste ça, tu vois. Donc, c'était de la surface. Et au fur et à mesure, tu dis, ah putain, ils recherchent plus que ça au final, les gens. Et donc, le coaching, ah, bah, le coaching, ça peut être intéressant à ce niveau-là. En plus, c'est un truc vraiment, une belle petite structure. C'est c'est intimiste, c'est un peu, je crois que c'est un peu dans le noir, un peu, c'est un peu ambiance. Ouais, c'est ça, tamisé, c'est le mot que je cherchais. Et tu t'es dit au début, bon, bah, juste pour défouler. Puis au final, non, non. C'est une structure, je me plais bien et je veux avoir du résultat derrière et pas juste défouler après la journée de travail. Je veux aller plus loin que ça. Même les gens, après le coaching, c'est normalement, ils ont passé une journée de travail bien ou pas, ils ont des contrariétés. Bah, ils veulent du coaching pour pouvoir qu'ils aient l'événement positif de la journée. Ils disent, ah oui, ce soir, j'ai gari, donc ça va être le point positif de ma journée, donc quoi qu'il arrive, ça sera une bonne journée. Et les personnes, ils ressortent, ils arrivent, ils sont négatifs. Bah, le but du coach, c'est que derrière, ils sont plus énergisés, les gens, et du coup, bam, ils ressortent plein d'énergie, ils sont super contents, et ils oublient même les contrariétés de la veille, enfin de la journée. Le coaching, c'est vraiment ça. Donc le problème dur, ça peut être... ouais. Donc c'est quoi ton objectif? C'est la question qu'on pose avant le bilan, tout ça. C'est quoi ton objectif? La personne va dire, je veux perdre du poids. Dans ce cadre-là, on va pas plus loin avant le bilan. On va dire, c'est quoi ton objectif? Elle va me dire, voilà, je voudrais être en forme parce que avant, je faisais beaucoup de sport. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont une dissonance cognitive, enfin dissonance temporelle même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes de 40, de 35, 30, 40, 50, 60 ans. Ils vont dire, ah non, moi je suis sportif, hein, je faisais du sport il n'y a pas longtemps. Et quand tu leur poses la question, bah, c'est il y a combien de temps? Ah bah c'est quand j'étais au lycée. Ah, en fait, ils ont tellement pas vu la vie passer parce qu'ils ont eu des enfants, ils sont mariés, enfin ils ont fait du travail, ils ont travaillé, ils ont développé leur business par exemple. Bah, pour eux, dans leur tête, c'est que c'était il n'y a pas longtemps. En fait, je te dis, en fait, c'est il y a 35 ans, tu avais 15 ans, là, tu en as 50. Ah, mais c'est réel, hein. Une femme, ça va être pareil, mais par rapport à l'arrivée de son premier enfant. Elle va se dire, ah, mais je faisais du sport il n'y a pas longtemps. Bah, du coup, il a quel âge, Timéo? Ah, bah, il a 10 ans. Ah, et du coup, tu me disais que tu fais du sport il n'y a pas longtemps. Ça fait 10 ans, du coup, que tu n'as pas fait de sport. Ah, bah oui. Ah, oui, oui, en effet. Parce que du coup, il y a temporellement, c'est. Et ça, c'est concret encore une fois. Donc, c'est quoi ton objectif? C'est bien de le poser et de creuser vraiment après que le bilan et la séance a été faite. Donc là, on rentre dans les objections, les fameuses objections que du coup, vous ne vous êtes même pas dit entre vous. Hein, vous étiez vraiment sympa entre vous. Hein, c'est la première fois que je vois des gens aussi sympas entre eux. Hein. J'ai fait un podium pour l'événement, un autre podium. Donc le premier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le c'est trop cher. Je dois réfléchir en deuxième, je dois en parler à mon mari ou à ma femme, hein, ça marche aussi. Et le troisième, j'ai pas le temps. Donc le j'ai pas le temps, c'est trop cher et je dois réfléchir. Ça, c'est même un travail que vous pouvez faire après, dès la fin de ce cours, de se dire, ok, je me fais une espèce de liste d'arguments, j'essaye de réfléchir. Quand quelqu'un me dit c'est trop cher, je vais réfléchir, j'ai pas le temps, de se faire peut-être une petite liste pour dire qu'est-ce que je peux répondre pour justement avoir la parade, pour reprendre le mot de Marco tout à l'heure, avoir la parade et que ça se fait, c'est vraiment ça glisse. Ça se travaille justement. Et les coachs, vu qu'ils sont persuadés au début quand ils se lancent que c'est trop cher ce qu'ils proposent, et en plus c'est ça, quand quelqu'un dit bah, c'est trop cher, bah, ils n'ont pas de parade, donc ça regarde le sol, ça bégaye. Ah mais c'est trop cher, ah oui. Et là, à ce moment-là, quand une personne dit c'est trop cher, par exemple, en aucun cas, il faut acquiescer le fait que c'est trop cher. Beaucoup de coachs, ils vont dire, oui, je comprends, c'est cher. La personne n'écoute plus. C'est terminé. Tout ce qu'il y aura après, ça sera comme s'il passait dans un tunnel. Donc là, c'est trop cher. Ah, je vous encourage après ce cours-là, vraiment, tac, trois colonnes. Ok, qu'est-ce que je peux répondre et qu'est-ce qui peut glisser? C'est trop cher. Vous avez vous avez des idées là tout de suite? Je vous dis, c'est trop cher. Vous pensez à quoi? Ouais. Après là, c'est vraiment typique coaching. Là. Donc il n'y a pas vraiment de structure dans le coaching, on va dire. Là, vraiment coaching. Ouais, pour du coaching. Ouais. Ouais.
référence de base. Pas forcément. C'est trop cher par rapport à Ouais. Bah, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Après, le par rapport à quoi, souvent, c'est le truc, c'est le premier argument qu'on dit quand c'est trop cher, c'est par rapport à quoi, mais après, il faut bien l'argumenter, quoi. Souvent, c'est le truc de débutant, ils font par rapport à quoi, puis après, c'est le coach, il fait de la brasse, tu vois. La personne, elle va dire souvent, elle va dire, ah bah par rapport à l'abonnement Basivit à 25 €, bah 250, c'est cher. Et non, bien sûr, mais après, c'est même pas ça, c'est déjà, rien que là, si ces personnes comparent à une salle, bah, c'est séparer déjà les deux parce que ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est ça. Donc, le par rapport à quoi, il est bien, mais faut avoir cette gymnastique cérébrale de vraiment, pam, 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 pam. Tu as des gens, tu leur demandes leur budget, ils n'ont aucune idée, ils ne savent pas ce que c'est le coaching. Des fois, ils vont te dire 20 €. Je te dis, ils vont te dire 20 € par mois, comme ils peuvent se dire, j'en ai pas. Donc, des fois, il faut les aider, tu vois. Moi, j'ai ma technique du coup, c'est quoi ton budget? Et je vais faire, c'est quoi, 1 €, 10 €, 100 € par mois, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Donc, tu fais monter comme ça. Tu fais monter le prix. Et après, quand tu dis ton vrai prix, lui, dans sa tête, c'est monté comme ça. Bah, tu dis le vrai prix, bah, ça m'a direct parce qu'elle est tellement montée haut qu'elle dit, ah non, mais quand même pas. Et du coup, tu valides, tu vois. Ça peut être aussi simple que ça aussi. Mais par rapport à quoi, ouais, tu peux faire le truc avec la voiture. Tu vois, là, c'est une Twingo t'as une voiture A, une voiture B. Lamborghini, je te la vends en 10 000 et l'autre, la Twingo, je te la vends en 40 000. Un exemple concret comme ça, où ça peut être différents trucs, mais par rapport à quoi, ça peut être pas mal. Bien argumenté. Marco. D'autres? C'est trop cher, ou je dois réfléchir, je n'en parle à Marie. Celle-là, elle est un peu plus difficile parce que bah, c'est vraiment je dois réfléchir, je n'en parle à mon mari. Le je dois réfléchir, généralement, si vous dites oui, oui, je comprends, vous devez réfléchir, vous ne revoyez pas la personne. C'est un nom déguisé, quoi. Et après, je dois réfléchir, je dois en parler à mon mari, qu'est-ce que vous faites si je suis dans ce cas-là? Je vous rappelle demain. D'accord. Ça décrochera pas. Bah, tant pis pour lui après. Il n'est pas vraiment motivé. Oui, mais bon, après, tu peux rien y faire. Hein. Moi, je suis la première quand je ne peux pas faire un truc, je dis bon, bah, je vais réfléchir. Ah, bah, tu vois. Et puis, en fait, Intéressant. je suis vraiment une Tu sais, quand tu vas dans un marché, ouais, je reviens, vous mettez de côté. Je dois réfléchir, je dois en parler à quelqu'un, mon mari ou ma femme, parce que celle qui tient les comptes, tout ça, souvent c'est le genre de truc qui est dit, bah, souvent c'est faux, évidemment. Et c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été assez bien expliqué, généralement, quelque chose, il y a un blocage quelque part, donc il faut pouvoir savoir où vient le blocage, donc il faut pouvoir verbaliser ça. Quel est le blocage? Ok, est-ce que l'offre que j'ai présentée, elle est claire ou pas? Bah, c'est qu'elle n'a pas été claire. Ou sinon, si il y a vraiment, vraiment, vraiment dans le cas où je dois en parler à quelqu'un d'autre, bah, pourquoi pas proposer, vas-y, bah, tu reviens demain en bilan, en tout cas on appelle ton mari, on appelle ta femme, et on fait un truc ensemble, bon c'est mal dit, merci Yves. Et du coup bah, on fait un bilan ensemble, et du coup si c'est, parce qu'il peut y avoir réellement quelqu'un qui est la personne qui va payer. Ça arrive aussi. Il faut toujours savoir qui c'est qui a le porte-monnaie pour pouvoir payer et prendre la décision d'achat, c'est ça que je cherchais. Ce sont dans les couples, bah, ça peut être femme, ça peut être homme, enfin, peu importe, ou des fois ça peut être juste du mytho parce que je n'ai pas envie de prendre la décision. Si j'ai pas envie de me faire rentrer, de me faire putain, t'as donné 300 € au coach, putain, mais c'est quoi ça? Donc ça, c'est pareil, ça se travaille. Et puis j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ouais, ouais. J'ai pas le temps. Ça peut être une projection. Tu dis, bah là, vous travaillez dans quoi? Ok, vous travaillez dans ce truc-là. Vous avez une pause entre midi et deux. J'ai 1 heure, j'ai 2 heures. Ça peut être, ouais, 3/4 d'heure, 2 heures, on va dire. Ça dépend les jobs et tout ça. Le matin, avant de partir travailler. Vous travaillez commence à quelle heure? Ah, je commence à 9 heures. Ah, bah du coup, avant, vous pouvez vous faire coacher. Ah oui, oui. Après le travail? Ah, je suis fatigué après le travail. En plus, il y a beaucoup de monde à la salle. Ah, bah ok, bah du coup, le midi ou le matin, ça peut être possible, ça peut être envisageable. Ouais, mais tous les jours. Ah non, pas besoin de tous les jours. En 2, 3 séances par semaine, ça peut suffire. Ah bon? Ah bah, on peut faire on projette. Et juste avec la projection, normalement, concret, avec vraiment la personnalisation de la projection,
Le j'ai pas le temps, ça saute. C'est pour ça que je mets en troisième, c'est souvent pas le plus difficile à casser. Généralement, c'est trop cher, ça nous touche directement. Quoi, c'est trop cher? T'es en train de dire que moi je suis trop cher? Donc ça nous touche plus. Je dois réfléchir, c'est toujours un peu ouais, déstabilisant. T'es en mode, mais. En bref, voilà, ça se travaille aussi, comme je disais. Mais c'est les trois objections les plus courantes. Pour le coaching, après pour la vente en sens large, il y a plus de trucs. Il y en a, bah, ça peut être après vos concurrents sont moins chers ou choses comme ça, mais en coaching, on ne voit pas réellement parce que c'est rare les personnes qui sont déjà fait coacher tout court aujourd'hui. Donc, il y a généralement, quand une personne teste un coach, elle teste un coach. C'est rare que quelqu'un change de coach, à part s'il change de zone géographique. C'est rare, parce que quand elle est avec un, elle préfère rester avec un. C'est peut-être ouais, c'est moins de 5% qui vont changer à un moment donné, à part si la personne part d'elle-même ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas vraiment ce « ah, la concurrence est moins chère » ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, ces trois arguments-là, les trois objections, c'est les plus courantes. Ok, on n'est pas trop mal là. Donc là, le contrat, moi j'en ai parlé tout à l'heure, donc on peut aller un peu plus. Donc le contrat, c'est important d'avoir un contrat du coup papier ou en signature directement, paraphé, signé, mettre des clauses, voilà, faire un contrat 10 sur 10. Donc paraphé et signé, c'est obligatoire avec bien sûr l'endroit fait à Olivier, la date, la durée d'engagement, le montant mensualisé, les moyens de paiement et tout en place. Et de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure le maximum, donc c'est c'est déjà pas mal. Vous voyez quelque chose dans le contrat qui est important? Parce que j'ai dit du coup l'argent, la mensualité, les moyens de paiement, retard, absence, droit à l'image. Moi, j'ai rajouté droit à l'image parce que pour les avant-après, les coachs ont tellement peu de preuves sociales que ouais, c'est important de le mettre. Comme ça... Les coachs, ils devraient avoir une stratégie de 100% témoignage, moi, selon moi. Et souvent, c'est plus 10% que 100. 100% témoignage. Une personne coachée, un témoignage. Une personne coachée, un témoignage. Pareil, un adhérent, un témoignage. Un adhérent, un témoignage. Ça devrait vraiment être comme ça. Parce que plus on a de preuves sociales, plus du coup, le business marche. Ah, c'est vrai? Oh, bah. Ah non, c'est 10%, t'as raison. Bon, bah, ça, de toute façon. Alors, moi, j'ai créé 3 outils, merci. J'ai créé 3 outils. J'ai créé 3 outils du coup, pour pallier à ça. Donc, avoir un visuel, donc un livret de vente. J'ai fait un livret de vente, donc livret de vente que j'expliquais tout à l'heure, vraiment un outil visuel. Sur les personnes qui sont visuelles, et les personnes qui sont auditives, et les personnes qui sont kinesthésiques. C'est le VAGOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. On enlève le OG parce que olfactif et gustatif en coaching, je pense pas que la personne veuille nous goûter. Ah, bien vu. Ah oui, il y a de l'olfactif quand même. Gustatif. Ça, ciao. Il faut goûter. Donc il reste au final visuel, auditif, kinesthésique. Moi, de mon propre chef, je trouve que le kinesthésique, le toucher, remplacer là en coaching, pour moi, ça n'a pas forcément lieu d'être, voire pas du tout. Je pense que si on n'a pas assez fait, on n'a pas assez montré, on n'a pas assez bien expliqué, ou en tout cas pas avec les bons mots, donc on est obligé d'aller dans le kinesthésique. Et pour moi, en tant que coach, il ne faudrait même pas. Donc j'ai créé 3 outils, donc le livret de vente. Donc il est là. Donc livret de vente, chaque page, ouais, j'adore les jeux de mots, hein, c'est moi. Donc la première page, qualification, les expériences pour vraiment rajouter la valeur perçue. En France, on a droit des diplômes, donc autant les mettre. Les expériences que j'ai pu faire, donc voilà, les formations que j'ai fait en annexe. PNL, voilà, la carte pro, une image vaut 1000 mots. Voilà, les activités que je propose, il y aura pourquoi pas, c'est pas un coach diplômé, les activités que je propose, donc il y aura toujours du changement, la méthode spéciale sur 3 axes, le sport, la coaching, les conseils en nutrition et le dev perso. Ce que tu vas gagner concrètement en prenant du coaching, tu vas pouvoir faire toutes ces actions-là, mieux dormir sans ronfler, des témoignages clients bien marketés, donc avec vraiment les photos, le prénom, l'âge, l'activité, des âges différents. Bon là, je n'ai que des femmes parce que généralement, j'ai que des femmes. Donc voilà. Laetitia, 42 ans. Donc là, mes clients viennent de loin. À un moment, c'était là, vu que j'étais spécialisé dans l'obésité, donc tous les gens viennent de là. Donc là, ça permet d'identifier les gens dans les villes où ils habitent. Donc là, les avant-après, je n'ai pas mis les photos. Donc là, ça montre concrètement les avant-après, du coup, vous ne voyez pas. La frise d'évolution, que j'ai parlé juste après, permet d'engager sur 1 an. Les heures d'ouverture, plus large possible, mieux c'est. Moyen de paiement, juste 2 grands max. Et réseau social à la fin. Et le mieux après, derrière, je ne l'ai pas mis là,
mais c'est d'avoir une espèce de mosaïque avec tous les clients qu'on a pu avoir avec un selfie avec eux. Ça va casser l'objection du « Ah, je ne suis pas ton premier client ». Donc c'est rassurant. Chaque page sert à casser une objection qu'il pourrait y avoir. Qu'on nous a dit, qu'on a verbalisé ou pas du tout. Et avec ce livret de vente, c'est vraiment tous les coachs qui rentrent chez moi, ils ont ça. Ils ont tous absolument ça. Et avec ou sans, ils savent que sans, le début n'aurait pas été aussi bien. Donc là, je vous permets de pouvoir le télécharger à votre tour. Donc vous pouvez scanner le QR code et avoir mon modèle que je vous ai montré là, et le personnaliser, et pouvoir l'utiliser dès que vous serez diplômé, ou même maintenant pour le tester, le personnaliser. Donc là, vous allez voilà, après, il faut que je vous accepte après une fois que vous aurez fini. Donc là, vous n'aurez pas directement accès à ça, mais je vous l'autoriserai, je pense, ce soir, un truc comme ça. OK? Donc là, c'est le livret de vente. C'est à peu près une vingtaine de pages. Le but, c'est pas de rester 10 minutes par page, hein, c'est d'aller, que ça glisse le plus possible. La personne, elle a un visuel, donc du coup, ça va lui parler. On pense toujours en tant que coach que la personne sait ce que c'est le coaching, elle pense que elle sait déjà le diplôme qu'on a, etc. Bah, si vous demandez à quelqu'un avant un diplôme, c'est de regarder ce qu'on faisait. 90% du temps, elle vous dira non, non, je sais pas ce que tu fais, mais ça m'a l'air bien. Et du coup, c'est bien de valider par la carte pro, par le diplôme, par toutes ces choses-là, par l'expérience. Après, j'ai créé le pack best-seller. Donc là, le livret de vente, j'ai cassé les objections. Et après là, boum, je présente mon offre. Donc là, c'est mon pack à moi, encore une fois. Donc c'est le pack minceur, fais-le avec des fleurs. Pour qu'il y ait des fleurs, j'ai une clientèle féminine. Les fleurs, ce qui est bien, c'est qu'une fleur veut dire beaucoup de choses. Donc c'est QFD, j'ai adoré. J'ai adoré l'idée. Pivoine, lys, rose. Il y a un truc qui fait une intensité. Donc là, c'est les fleurs les plus vendues en France, pour l'anecdote. Pivoine en 3, lys en 2 et rose en première. Évidemment, les roses rouges en base. Donc là, au lieu de faire des tarifs à l'heure, des tables dégressives, des fausses mensurations, etc., et avoir une offre qui est fouillie, pas claire, je me suis dit, il faut un truc simple pour que les personnes, ils partent, ils savent. Donc là, je compare toujours ça avec le côté Starbucks, avec le petit, moyen, grand gobelet. Starbucks, leur but, c'est de vendre le grand gobelet et de montrer que c'est une bonne affaire, ils rajoutent 25% je crois, de contenu en plus, de café en plus, mais juste avec 1 € de différence avec celui du milieu, où il y a moins. Donc du coup, les gens disent, ah bah oui, je prends le plus grand. Bah là, l'idée, c'est pareil, sauf que c'est pas de vendre le rose dans ce cadre-là, c'est de vendre le lys, l'émotion souveraine, la fleur du roi, tout ça. Et là, au lieu de faire tarif à l'heure et tout ça, et d'apporter que 1 heure de coaching, 1, 2, 3 heures par semaine de coaching, c'est d'apporter des petites choses en plus, des petites attentions en plus. Tout à l'heure, Marco parlait de pistolet qu'il a fait de façon, parce que c'était comme ça, il avait mal, donc il a sorti, c'était normal. Bah ça pourrait très bien être dans une offre prochaine, par exemple dans l'offre haut de gamme, il pourrait dire, bah, je vous passe ce pistolet 15 minutes par mois. Je dis n'importe quoi. Et là, les personnes, ah, est-ce que ça ajoute de la valeur au coaching? Bah oui, parce que le coach, il prend soin de moi, donc ça augmente la valeur, donc les chances de vente sont plus importantes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs là, de prime abord, qui vont lancer le pistolet là et qui vont lui faire, tu vois. Donc ça apporte de la valeur, donc si ça apporte de la valeur, on peut mettre dans le pack. C'était ça l'idée. Donc là, un pack, 3 gammes. Donc là, on peut rajouter des transfos, on peut rajouter voilà, la santé, la motivation, la réussite. Le but, moi, c'est de vendre celui-là, parce que je dis que c'est le plus vendu déjà. Donc déjà, ça conditionne au fait que c'est le plus vendu, que tout le monde le prend. Moi, c'est 100 de 30 minutes que je fais. J'ai un peu expliqué la semaine dernière, mais je fais des 100 de 30 minutes, c'est-à-dire que la personne, elle vient 10-15 minutes avant la séance pour faire son cardio, son zouk sur vélo elliptique comme ça, sur l'escalier, sur le rameur, enfin peu importe, enfin pas zouk sur le rameur, c'est un peu bizarre. Wouhou. Et ça me permet de voir l'engagement de la personne, ça vient bien avant, elle respecte les règles et du coup elle rentre dans le cadre, je vois qu'elle est motivée, donc on va pouvoir bien travailler ensemble. Ça permet de faire un test tout simplement pour voir qui est motivé, qui l'est moins et qui va falloir recadrer ou pas. Parce que quand on est coach, il faut cadrer et recadrer. Souvent, ils veulent sortir du cadre, il faut faire, on met dans le cadre. Sinon, la collaboration